Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast NeuroView. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jules Gomel. Je vais juste te laisser te présenter rapidement pour que les auditeurs puissent comprendre qui tu es. Ok, bonjour à toutes et à tous, et puis merci Benjamin pour l'invitation à participer à ce podcast. Donc moi, comme tu as dit, je suis Jules Gomel, je suis actuellement en dernière année à l'ISAE Super-Héros, et actuellement là je fais un stage en tant qu'ingénieur de recherche au laboratoire de neuroergonomie et de facteurs humains à Super-Héros. Ok, donc toi tu as fait un cursus, donc tu as fait la prépa j'imagine avant de faire l'ISAE Super-Héros. Ouais. À quel moment t'as rencontré les neurosciences? Est-ce que c'était vraiment au départ, l'ISAE c'est très sur l'aéronautique. Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire en fait de base en faisant la prépa? Donc comme tu as dit, au début j'ai fait un bac S, et juste après l'obtention de mon bac, je suis parti sur une prépa maths physique Ok. à Châteaubriand en Bretagne, à Rennes. Pendant cette prépa, moi le seul objectif que j'avais c'était de rejoindre Super-Héros, parce que moi ce qui m'intéressait surtout c'était le spatial. Ok. Je pense que comme beaucoup de gens qui sont à Super-Héros, ce qui nous a vraiment fait rêver c'est Thomas Pesquet, c'est tout ça, c'était cette période-là, vers 2018, c'était super, Interstellar aussi. Donc moi je suis vraiment parti avec cette idée d'aller à Super-Héros pour l'espace, pour le spatial. Ensuite en 2020, pendant ma dernière année de concours, de prépa, juste avant les concours, il y a le Covid, confinement, donc voilà, on bosse beaucoup, et juste après les concours, j'ai eu mon école, j'ai eu Super-Héros, et donc on arrive à l'appareil, quoi. Encore des confinements, des cours moitié distance, moitié présentiel, les masques, tout ça. C'était vraiment une période pas top, en tout cas la première année. Et c'est un moment où je me suis posé beaucoup de questions, et notamment où j'ai vu que en fait, le spatial, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, en tout cas en tant que euh, vis-à-vis des notions, mises en jeu, tu vois, sur quoi on travaillait, beaucoup d'équations, etc. C'était pas forcément ce qui me plaisait, et puis finalement j'avais moins d'appels vis-à-vis de ça, quoi. Ok. Donc j'étais un petit peu perdu. Donc ça a duré jusqu'un peu au début de la deuxième année, où du coup je suis parti pour faire une césure, où j'ai eu l'occasion du coup de faire des stages. Et du coup, je me suis mis très tôt à chercher des stages. Et moi, ce que je voulais, c'était aider les autres. Dans le grand principe, c'était aider les autres. C'était me centrer un peu sur l'humain et voilà, avoir cette idée-là en tête. Ok. Et donc, en fait, c'est venu un peu par hasard au début, en cherchant des laboratoires qui faisaient de la recherche. En particulier, c'était de la recherche médicale dans mon cas. Et en cherchant un stage, du coup, c'est comme ça que je suis parti sur les neurosciences, en fait, dans mon cursus. Ok. Et donc du coup, toi, en fait, avant de faire la prépa, c'était vraiment cette idée d'aller dans un cursus pour des métiers aéronautiques. Tu avais une idée un peu avant justement de te remettre en question sur l'aspect plutôt facteur humain, etc. Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire vraiment ou c'était plutôt un grand domaine qui t'intéressait? Ouais, je pense que c'était plutôt un grand domaine parce que Ok. en fait au lycée j'y arrivais bien. Voilà, forcément on est beaucoup poussé à faire des classes prépa. Hmm. Donc j'ai fait une classe prépa, mais en ayant quand même le choix, quoi. Voilà, maths physique, je me suis dit que ça m'ouvrait beaucoup de portes, que j'aimais bien quand même le côté un peu technique, etc. Et puis je me dis le spatial ça me fait rêver, donc si j'ai un métier qui me permet de bosser dans le spatial, ce sera très bien, quoi. Ouais, ouais, ok, ça Voilà, à cette marche. époque-là c'était surtout ça, ouais. Ok, ok. Et dans ton parcours ensuite à la prépa, donc quand tu as fait l'ISAE, est-ce que tu avais la possibilité de faire des options, des choses qui sont plus en rapport avec l'humain, avec aujourd'hui ce que tu fais en tant Ouais. que dans le laboratoire de recherche où tu es? Qu'est-ce qu'il y avait en fait offert à toi pour cet aspect-là? Tu veux dire à Super-Héros, Ouais, c'est ça? super-héros, ouais. Ouais, donc à Super-Héros, en fait, je vais te parler un petit peu du cursus parce Ouais, que c'est assez intéressant, je pense. Quand on arrive au début, il y a un semestre de tronc commun. ok. Donc là, on voit un peu toutes les notions, des maths, de la physique, des matériaux, de mécanique des fluides, etc. Beaucoup de choses. Ensuite, il y a un deuxième semestre ça s'appelle des cours électifs, des cours un peu au choix, quoi, où on choisit tant de crédits à valider. Et ça, c'est des cours très variés. Ça peut être des choses un peu plus orientées conseil, finance. Ça peut être aussi pour approfondir des notions scientifiques qui ne sont pas dans le tronc commun. Mais ça peut aussi être voilà, des choses comme de la bio-ingénierie. Il y avait pas forcément déjà de la neuro, etc. Mais voilà, de la bio-ingénierie Ok. surtout. Avec des professionnels de ce milieu-là qui viennent nous enseigner. En deuxième année, ensuite, ça repart sur du tronc commun, pareil. Et ensuite, on peut soit faire un semestre à l'étranger, soit un semestre d'électif encore à Super-Héros. Ok. Donc voilà, pour les 2 premières années, c'est ça. Mais en troisième année, vraiment, c'est là où je pense qu'il y a le plus d'outils offerts pour faire ça. On peut choisir en fait une majeure et une mineure. Et il y a une mineure qui est spécialisée sur la neuro-IA. C'est ça que j'ai fait du Ok. coup, neuro-ingénierie, neuro-IA ça s'appelle. Donc il y a Ok. vraiment quand même des moyens pour se spécialiser en neuro-ingénierie quand même à Super-Héros, dans Factor Humain. D'accord. Et juste pour les personnes qui connaissent pas trop la partie justement prépa et les écoles d'ingé, Ouais. euh, tu peux expliquer rapidement, enfin,
là actuellement, enfin l'ISAE Super Héros, à quoi ça correspond, Ouais. voilà, quel est comment on fait pour y accéder? Bien sûr, ouais. Ouais. Donc l'ISAE Super Héros, alors l'ISAE, c'est pour Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Donc c'est une école qui originellement est très focalisée sur tout ce qui est aéronautique et spatial, mais en fait ça se diversifie de plus en plus pour devenir une école généraliste. Ok. C'est une école qui est quand même voilà, dans les tops des écoles françaises. Voilà, je ne sais plus exactement où on est, les classements ça change tout le temps, mais Ouais. c'est pas mal. Après, pour y entrer, il y a beaucoup de façons. Il y a deux cursus différents, un cursus ingénieur classique et un cursus ingénieur par alternance. Donc on peut rentrer après voilà, un concours sur dossier pour faire alternance. Pour le parcours d'ingénieur généraliste, comme ce que j'ai fait, la voie classique c'est la prépa, avec du coup 2 années de classe préparatoire où on prépare des concours, et après selon les résultats au concours, on a le choix entre plusieurs écoles, on fait des vœux de plusieurs écoles. Ok. Voilà, donc moi c'est le concours Mine-Pont, pour ceux qui connaissent. Ça permet d'accéder à Super Héros et à d'autres écoles, c'est des concours communs, on peut aussi accéder aux mines de Paris, il y a vraiment beaucoup d'écoles, hein, Ouais, il y a beaucoup d'écoles, et après on peut aussi y entrer sur dossier. ok. Voilà, donc après un BTS, un DUT, après la fac. Il y a aussi des opportunités de double diplôme avec d'autres écoles, donc soit nous on peut faire des doubles diplômes avec par exemple HEC, mais aussi par exemple Sciences Po, les Sciences Po peuvent venir faire une partie de leur diplôme à Super Héros. Il y a des partenariats et puis il y a aussi des possibilités de master dans l'école, etc. Ouais. D'accord, super intéressant. Voilà. Donc, et toi, t'en as pensé quoi des deux premières années, tronc commun, etc. Donc, t'as dit qu'il y avait pas mal, c'était la période Covid pour toi. Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de façon globale de l'accompagnement scolaire, enfin clairement ce que tu as appris en fait clairement à Super Héros. Ouais. C'est assez intéressant parce que j'avais justement un appel avec des élèves de prépa qui sont aussi à beaucoup se poser de questions vis-à-vis des écoles, et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut avoir, enfin voilà, ça permet de faire un peu le point aussi. Comme j'ai dit, les 2 premières années ont vraiment été mouvementées dans le sens où c'était beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup attendu de choses, et finalement après c'est toujours compliqué quand on attend beaucoup de choses de pas être déçu souvent. Mais je dirais qu'au début j'étais déçu par rapport à mes attentes, mais c'est parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire. Je pense que c'était ça le vrai problème en fait. Le vrai problème c'est pas ce qu'on me donnait, c'est plutôt ce que j'en faisais moi. Donc je pense que tu vois, en première année, deuxième année, j'ai beaucoup appris de choses, il y a beaucoup de contenu, c'est assez dense, il y a quand même beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup de temps libre pour faire des assos, beaucoup de projets associatifs très intéressants, beaucoup de sport, de choses comme ça. Donc c'est vraiment très cool. Donc déjà, au niveau des 2 premières années qui pour moi sont plus mitigées, tu vois, d'un point de vue ressenti que j'ai eu, je pense quand même que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec, tu vois, avec ce que je pouvais, et en tout cas l'école m'a donné ce qu'il fallait, quoi. L'école m'a vraiment donné ce qu'il fallait, mais en fait là où je suis vraiment content d'avoir fait quand même cette école, c'est que j'ai pu faire une année de césure. En fait, en gros, je t'ai dit, voilà, donc j'ai fait 3 semestres à Super Héros. Ensuite j'ai pu faire un semestre à l'étranger en échange, et ensuite j'ai fait, toujours sur des cours pour étudier en Italie. Ensuite j'ai fait 2 stages différents, donc un en France et un à l'étranger, on pourra en reparler après si tu le souhaites. Et après j'ai fait la 3e année, et à partir en fait de la fin des 3 premiers semestres, ça a vraiment été trop cool, et j'ai vu en fait tout le potentiel de l'école, surtout la 3e année où vraiment on est proche des professeurs, on voit tout ce qui peut se faire, et quand on exploite à fond tout ce qui est possible à l'école, c'est génial, quoi. Puis même tous les moyens qui sont possibles, il y a une super bibliothèque où on peut travailler là-bas en tant qu'employé, mais aussi on peut vraiment très bien bosser là-bas, des collections géniales. Il y a ce qu'on appelle un Fab Lab, c'est très à la mode, voilà, pour faire des trucs en 3D. Je suis moitié là-dedans, mais c'est trop cool, quoi. Et je me rends compte vraiment qu'en fait j'avais beaucoup de moyens proches de moi que j'ai peut-être pas forcément exploité, mais plus parce que c'était plus à cause de moi, entre guillemets, quoi. Donc je suis quand même très content de mes 3 ans plus un an de césure à l'école, quoi. Ok, donc au total en fait l'école d'ingé c'est sur 3 ans après la prépa. C'est ça. En fait, en gros, à la fin tu sors avec un master, niveau master, niveau international. Donc en gros c'est bac+5, les 2 ans de prépa te font déjà 2 ans, et après tu as un bachelor après la première année, en tout cas Super Héros c'était comme ça, et après les 2 dernières années te servent à valider un master. En tout cas au niveau international, et à la fin, niveau français, tu as un diplôme d'ingé, quoi. Ok, super. Voilà. Très clair. Et en fait, donc là, avant de parler de la partie, tu vois, très neuro-IA et neurosciences, et puis tous les stages que tu as pu faire, bien sûr. Est-ce que tu nous as parlé aussi de la partie, l'année de césure, et ce que tu as pu voir en termes de stage, et puis même ce que tu as pu faire à côté de l'école. Ouais, bien sûr. Moi, ça m'intéresse normalement de savoir un petit peu plus là-dessus. Ouais. Donc en fait, à Super Héros, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a l'opportunité de faire une année de césure qui est incluse dans le cursus. Donc on a le droit de faire ça, c'est pas on fait un break entre 2 années nous-mêmes, et voilà, on est quand même géré, on est quand même étudiant,
voilà, on a quand même, par exemple, si on fait des stages, on a des petits comptes rendus à faire, mais c'est voilà, Ok. un compte rendu de 4 pages, c'est rien du tout. En soi, voilà, c'est juste pour nous suivre un petit peu quand même. Mais c'est aussi une année de césure dans le sens où on peut vraiment faire ce qu'on veut. Moi-même, j'ai pu la faire en fait en 2 semestres. Je t'ai dit un an, en fait, j'ai fait 2 semestres. En fait, j'ai fait d'abord un semestre de césure, mon échange universitaire, et après un autre semestre. Mais bon, Ok. voilà, pour pas trop mettre le bazar. Donc c'est très flexible. Et donc moi, je m'en suis servi pour surtout faire des stages. Mais vu que j'étais aussi à l'étranger, j'ai pu voilà, visiter un peu. J'étais aux États-Unis, à Philadelphie. J'ai pu voilà, prendre du temps pour visiter, juste voilà, me ressourcer, voir d'autres choses en fait que Toulouse et Super Héros. Et je sais que voilà, par exemple, pas mal de personnes prennent du temps pour faire des stages, c'est assez classique. Mais après, beaucoup de personnes font des projets perso, que ce soit par exemple aller voler en avion en Europe, avec un avion de loisirs, voilà, aller d'école en école, il y avait des projets comme ça, ou aller faire beaucoup de randonnées, faire du vélo en Amérique du Sud, des choses comme ça. Enfin, on a cette possibilité-là et je pense que c'est vraiment une chance. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment très cool. Ouais. Et toi, du coup, ça t'a servi aussi pour savoir un peu plus ce que tu voulais faire derrière? C'est ça. Ok. Ouais, je me suis dit, voilà, je sais pas trop ce que je veux faire après le S3, je pars sur un stage, j'aimerais bien m'intéresser à voilà, euh, quel est le rôle de l'ingénieur vis-à-vis, enfin voilà, avec les humains, quoi. Ouais, Mhm. avec les autres, voilà, ce rôle-là, un peu ingénieur de recherche, tout ça, je connaissais pas du tout, même la recherche en général. Hein, je me dis, ok, je vais prendre du temps en césure pour d'abord, pendant mon premier stage, découvrir ce milieu-là, voir si ça me plaît, faire un petit peu de lien, voir ce qui peut se faire aussi. Et ensuite, avec l'autre, je me suis dit, voilà, vraiment, je voulais approfondir ça encore plus et voir si c'était vraiment quelque chose sur lequel je voulais partir. En plus, avec le côté à l'étranger, je me dis que c'était un peu l'une des seules occasions de le faire avant un moment, en tout cas, donc ouais, donc c'était vraiment Trop ça cool. l'idée, quoi. Ok, trop cool. Dans tous les cas, tes stages, on va le détailler. Je vais te poser plein de Ouais, questions bien sûr, un par un parce bien que je sûr, vois que on peut finir plus sur le parcours, carrément, ouais. comme tu as fait beaucoup d'expérience Ouais. là-dessus, ça va être super intéressant. Euh, Après, donc, quels sont tes conseils en fait, clairement, par rapport, avant de parler de ta dernière année, qui est Ouais, quand même super déterminante pour oui, bien sûr. ton cursus professionnel derrière, Ouais. quels seraient les conseils que tu aurais à donner à un étudiant qui rentre soit à l'ISA Super Héros, soit qui veut le faire, euh, pour que justement il puisse optimiser un petit peu ses années d'études et en fait clairement découvrir ce qu'il veut vraiment faire, quoi. Ouais. Mais je pense, en fait, même pour Super Héros, enfin, je pourrais parler pour Ouais. Super Héros, mais même pour la prépa, en fait, en général, parce que ça part, selon moi, dès ce moment-là. Parce qu'en fait, on nous apprend beaucoup, enfin, c'est dans le nom, on nous prépare au concours, tu vois, on Mhm. prépare beaucoup de choses, c'est extrêmement stimulant d'un point de vue scientifique. Mais en fait, voilà, tu bosses à fond pour quelque chose, Ouais. tu sais même pas vraiment ce que tu vas avoir à la sortie. Donc je pense que le mieux, c'est voilà, de chercher mais c'est ce qui est beaucoup fait comme par les élèves, en prépa chercher à s'enseigner sur son école. En gros, surtout, je dirais sur les moyens, en fait, sur quels moyens on a. Est-ce que vraiment on va sur un truc très spécifique? Donc là, si c'est par exemple très spécifique, je sais pas, une école d'info, est-ce que vraiment l'info ça nous plaît? Mhm. Quelles sont les différentes branches de l'informatique qui pourraient m'intéresser, etc. Vraiment chercher à se renseigner. Je dirais tout ce qui est justement en classe prépa, il faut chercher à se préparer le plus possible en fait à l'école d'ingé, quoi. Vraiment au concours, mais aussi voilà au futur. Et c'est quelque chose qui après doit se continuer pendant l'école d'ingénieur, c'est-à-dire vraiment, en fait, on a la chance d'être beaucoup avec des professionnels ou des chercheurs ou voilà, des personnes en fait de l'extérieur, des vacataires qui viennent pour nous parler, pour nous faire des cours. Mais très souvent, ils viennent aussi nous parler de ce qu'ils font en tant que professionnels. Ils donnent des contacts, ils donnent leur adresse, tout ça, et même ils sont disponibles après les cours. Donc allez leur parler, voir voilà en quoi constitue le métier, profiter aussi du réseau des anciens, parce qu'il y a des anciens de super-héros, c'est moins exploité, tu vois, qu'à quelque chose comme l'X. Mhm. Forcément, Polytechnique, c'est extrêmement exploité ce réseau-là, ils capitalisent vraiment dessus. Centrale Paris aussi. Nous, on a un réseau qui est ce qu'il est, quand même assez. Voilà, il y a quand même des gens qui sont passés à l'école avant, quoi. Donc faut essayer d'aller vers les anciens. Et voilà, vraiment chercher à en fait, se développer le plus possible, je pense. Et c'est au contraire ne pas rester très focalisé sur quelque chose, mais voir un peu tout ce qui est possible de faire, beaucoup essayer, et voilà, beaucoup chercher à s'ouvrir, quoi. C'est ça. Ok. Et remettre en question ce qu'on aime, en fait. Je pense que c'est ça qui est bien aussi, parce que finalement, faut comprendre pourquoi on aime les choses, je pense. Et quand on le sait, après, c'est super, quoi. On peut vraiment Mhm. s'épanouir, et ça, c'est trop cool, quoi. Très bon conseil, je pense. Ok, très cool. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à cette période-là? Est-ce que tu aimerais bien aborder d'autres sujets? Ou est-ce qu'on peut partir à l'aventure sur la Ouais, suite? après, voilà, sur les écoles d'ingé en général, je pense que c'est à peu près tout. C'était vraiment voilà, une période, moi, au niveau de mon parcours, je suis très content d'avoir fait ça. Il n'y a vraiment, vraiment aucun regret, tu vois, même sur Super Hero, alors que je voulais plus faire de spatial. Ouais. Il n'y a aucun regret. Je pense que le principal, c'est vraiment de se tenir aux décisions qu'on prend et ça a vraiment été très cool. Puis tu vois, je serais vraiment content de même, peut-être plus tard, je sais pas, donner des cours, y repasser, repasser à Super Hero, voir un peu comment ça se passe parce que vraiment, ouais, c'est une expérience vraiment très cool et c'est top. Du coup, je connais moins la fac, tout Ouais. ça, etc. J'ai quand même eu des amis qui ont des parcours plus licence, master, etc. Donc c'est quand même intéressant de toujours garder
de bien savoir que voilà, c'est un parcours atypique en soi, de faire, on va en parler après, mais voilà, de la recherche après l'école d'ingénieur. Mais ouais. En tout cas, moi, j'ai aucun regret d'avoir ce parcours-là. C'est super. Trop bien. Et en plus, je pense que c'est super intéressant. Tu vois, tu abordes les aspects annexes en fait à le milieu aéronautique dans ce parcours-là. Ouais. Tu vois, enfin, moi, totalement de l'extérieur, je me serais dit justement que c'est très focalisé sur ça. J'ai aussi un ami qui a fait Sciences Po avec l'ISAE Super-Héros. Ouais. Il y a voilà, Sciences Po, tu m'as dit qu'il y a HEC, tu peux faire... là, ce que toi, tu es en train de faire, c'est clairement de la neuro-engineering, mais du coup, il y a la recherche en neurosciences. C'est ça. Donc, c'est très, très ouvert et au final, c'est super intéressant d'avoir un parcours aussi comme ça au sein de ton école, clair, qui est aussi atypique. Donc, comment... Pour la partie qui va, donc ta dernière année, ton choix de NeuroIA s'appelle. C'est ça. Comment ça se passe en fait? Est-ce que tout le monde a le droit d'y accéder ou est-ce qu'il y a une sélection déjà? Ouais. En fait, en gros, après, quand tu te réinscris en fait, en dernière année, donc ce que peut-être j'appellerais après 3A ou 4A sans faire attention, mais la dernière année, c'est. En fait, on choisit, voilà, comme je dis, une majeure et une mineure. La majeure, c'est ce qui s'appelle la filière d'expertise, donc c'est vraiment dans quoi on veut être expert en soi. Donc c'est très souvent une thématique du tronc commun, des troncs communs qu'on a eu, sur laquelle on veut vraiment bûcher et se spécialiser. Oui, en fait, les choix sont les mêmes pour les deux. Et la mineure, c'est ce qu'on appelle le domaine d'application. Donc c'est plutôt voilà, on s'intéresse à un domaine d'application de nos compétences et on cherche plutôt à savoir. Voilà, en soi, c'est un peu plus culturel, en théorie, un peu moins technique. Mais quand même, il y a quand même voilà, des connaissances techniques qui nous sont prouvées, qui nous sont enseignées. Et au niveau de ces choix-là, en fait, on remplit un questionnaire de vœux, on fait une petite lettre de motivation, un petit CV, on dit un petit peu, on justifie en soi nos choix. Mais en général, après, donc pour NeuroIA, c'est assez limité au niveau des places. Enfin, voilà, c'est une classe, quoi. C'est pas une classe extensive, c'est une vingtaine de places, je pense. Et c'est surtout la motivation qui va jouer. Parce qu'en fait, voilà, vu qu'il y a pas mal de manip, c'est pas possible d'avoir un amphi de 60-80 personnes là-dedans, quoi. Voilà, mais sinon, c'est avec des vœux, quoi. Ça marche. C'est ouvert à tous. Et donc, du coup, toi, tu as choisi quoi comme majeur et comme du coup, mineur? Donc, voilà, mes choix. Donc, moi, ça a été signaux et systèmes en majeur, en filière d'expertise. Je me suis spécialisé surtout sur traitement du signal, donc voilà, de l'estimation, un petit peu de traitement d'antenne, de traitement d'image, voilà, donc tout ce qui est signaux sous diverses formes. Et en mineur, en domaine d'application, je choisis, donc, comme je t'ai dit, NeuroIA, et là, il n'y a pas forcément de choix à faire, donc c'était NeuroIA tout court, quoi. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que donc du coup tu as eu de l'IA dans la partie NeuroIA? C'est comment ça se passe ton année, si tu devrais l'expliquer en termes de, tu vois, par exemple ta majeure, ta mineure, j'imagine que du coup tu as beaucoup plus de cours de ta majeure que ta mineure, mais ça se passe comment en vrai? C'est séquentiel, c'est bien dans sûr. la semaine? En fait, en gros, on a 3 jours par semaine. Les 3 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, c'est la majeure. Voilà, avec donc une alternance. Après, selon les sous-modules, les choses comme ça, ils s'organisent comme ils veulent selon ces 3 jours. Et après NeuroIA, les mineurs, c'est 2 jours par semaine. C'est jeudi et vendredi. Le jeudi après-midi, c'est banalisé pour qu'on ait du temps pour faire, en tout cas au début d'année, pour faire des assos, des choses comme ça, des projets. Et c'est là où notamment les gens peuvent faire aussi alternance en dernière année. Les élèves peuvent faire une alternance et du coup ils skippent la partie mineure et ils font alternance sur le jeudi vendredi. D'accord, ok. Voilà. Très clair. Et du coup maintenant, ça m'intéresse vraiment de savoir les interventions que tu as eues justement sur cette partie NeuroIA. Vous avez une overview un petit peu des différents sujets? Ou c'est quand même des sujets très spécifiques? En fait, nous, donc, je vais te rentrer un petit peu en détail pour faire une présentation assez claire de ce que c'est, parce que c'est quand même assez vague. C'est super intéressant. Donc en gros, il y a 3 sous-modules dans cette mineure-là. Le premier, c'est neuroergonomie. Deuxième, c'est tout ce qui est mesure physique, mesure physio, expérimentation et interface cerveau-machine du coup. Et la troisième, c'est plus ce qui est outils de l'IA, comment utiliser l'IA dans cette discipline-là, quoi. Donc IA, machine learning, tout ça, quoi. Voilà, donc neuroergonomie, c'est tout ce qui va être, tu vois, en fait en soi c'est un peu psychologie cognitive, neuropsychocognitive, c'est un peu ça, c'est-à-dire voilà, lier le fonctionnement du cerveau aux fonctions cognitives. Il y a des cours très basiques sur comment dire le fonctionnement du cerveau, voilà, neurones, potentiel d'action, etc. Les différents lobes, voilà, comment est fait en soi le cerveau pour qu'on ait au moins cette connaissance-là. Il y a des choses sur voilà, comment dire l'attention. Je ne sais plus, j'essaie de me souvenir un peu précisément. Voilà, c'est franchement basique niveau cognitif. Après, il y a des trucs un peu plus appliqués, tu vois, sur du coup, on est neuroergonomie à Super-Héros. Celui qui dirige le laboratoire, la Frédéric Dehaye, j'aurai l'occasion d'en reparler plus longtemps, mais lui, il a eu une chaire de AXA sur la sécurité des vols et la neuroergonomie pour voilà, tout ce qui est monitorer les pilotes, les contrôleurs aériens, tout ça.
enfin surtout les pilotes. Mais voilà, donc il y a quand même ce côté neuroergonomique qui est appliqué à l'humain, donc on a des petits épées sur ce qui est comprendre les conflits qu'il peut y avoir par exemple entre pilote automatique et pilote. Tout ça c'est vraiment très classique, c'est dans tout ce qui est la partie neuroergonomie. Donc c'est vraiment le mix cognitif et cerveau pour des applications cognitives. Tout ce qui est attention, perte d'attention, etc. Dans le deuxième sous-module, mesure, interface cerveau-machine, expérimentation, là on va apprendre tout ce qui est électrocardiogramme, électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? La FNIRS, spectroscopie proche infrarouge. Donc beaucoup de techniques de neuroimagerie qu'on va apprendre pour manipuler un peu. C'est là que toute la partie TP est vraiment cool, quoi, parce que on a le matériel du labo et c'est là que c'est bien d'être en petit groupe parce qu'on peut faire avec. Eye tracker aussi. Ok. Ça, vous voyez tout ça en TP? Ouais, on a un petit TP sur chacun, quoi. Donc c'est vraiment très cool avec du matériel de découverte, hein, pas du matériel nécessairement le même qui est utilisé en recherche. Ça sert à rien quand on apprend le jeu d'avoir un truc de fou. Voilà, on voit tout ça là-dedans et on a aussi une petite overview de OpenVibe pour faire une interface cerveau-machine un peu nous-mêmes. Tu vois, tu fais glisser, déposer des blocs, etc. Avec ton signal et c'est un logiciel français qui est un peu le classique, la tarte à la crème, tu vois, de la BCI, c'est ça, quoi. Ça s'appelle comment? OpenVibe. Ok. Voilà, donc après ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est pas le débat ici, mais voilà, il y a ça. Et après, dans l'autre module, on a tout ce qui est outils de l'IA et on a beaucoup de choses aussi sur la planification automatique et beaucoup de choses sur, voir la neuroingénierie comme les collaborations homme-machine, en fait. J'ai parlé un peu de ça déjà, mais voilà, sur collaboration homme-machine et comment on modélise, en fait, les interactions entre un agent, donc un agent artificiel, c'est plutôt là, une IA dans un jeu, ou un pilote automatique. Comment on modélise ça, comment on modélise les interactions avec un humain, et comment on fait des meilleurs systèmes de prise de décision pour les machines. Et du coup, tout ça, à la fin, ça finit par un gros TP d'une douzaine d'heures où on doit utiliser un jeu de données qui est déjà fait, réussir à faire un petit modèle. On applique tout justement sur un gros TP. Ça, c'est top. Et on y apprend les techniques de base de stats, de machine learning, et donc apprentissage automatique. On voit, je sais plus si on voit un petit peu de deep learning quand même. Si, je ne me souviens plus exactement, mais c'est moins utilisé le deep learning en tout cas dans ce domaine-là. Mais on voit toutes ces techniques-là d'IA, on les voit. Mais en tout cas, vraiment avec ce côté appliqué, le but, c'est à la fin, c'est de l'appliquer à une problématique de recherche en collaboration en machine, quoi. Et du coup, par rapport à cette matière-là et ce TP-là, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, là, un exemple concret que vous avez fait justement sur ce gros... Oui, bien sûr. Ouais, donc en gros, le TP, c'est une TP d'une quinzaine d'heures. Donc les TP, c'est 3 heures ou 4 heures, je sais plus. Donc si c'est 4 heures, c'est 3 séances de 4 heures. Donc c'est assez gros quand même. On part en fait seulement avec un petit déroulé de ce qu'on doit faire et un jeu de données. Donc en gros, ils ont qu'est-ce qu'ils ont enregistré? Ils ont enregistré électrocardiogramme, électroencéphalogramme, donc activité cardiaque et cérébrale de personnes qui jouaient à un jeu. Petit jeu où en gros ils doivent contrôler un petit robot qui éteint des feux. Voilà, ça c'est l'expérience que fait notamment Caroline Chanel. Je dis des noms comme ça. C'est bien si les gens veulent aller voir. Sans, je mettrai les références que tu donneras dans la description. C'est ça, bien sûr. Donc voilà, on doit contrôler un petit robot qui doit éteindre des feux de forêt. Et il faut faire attention à qui se recharge de l'eau, il faut faire attention à voir où sont les feux, il faut éteindre le plus de feux. Et parfois, le robot peut prendre le relais, il peut être en mode automatique. Et du coup, je crois que tu dois juste surveiller s'il a suffisamment d'eau, ou alors tu es en mode manuel. Du coup, tu as 2 conditions, manuel automatique, et le but, c'est de rendre plus smooth, d'améliorer la transition entre manuel et automatique. D'accord. Voilà, c'est ça, en fonction des performances. En gros, réussir, en fait, le but final, ce serait de réussir à comprendre, en fait, avant qu'il y ait un accident qui arrive, avant qu'il y ait une perte de performance, comprendre quand, en fait, l'opérateur va être moins bon, grâce à des marqueurs physiologiques, comprendre quand il va être moins performant pour que le robot, par lui-même, grâce à un système de prise de décision, il prenne la décision de passer en mode automatique. Waouh. C'est pas en mode automatique, tu vois, ton pilote, il peut se reposer un peu, il reprend le dessus, hop, voilà quoi. Mais avec quelque chose de transparent, c'est-à-dire qu'on prend donc les données de personnes qui ont bien réussi, mal réussi, avec une difficulté facile ou difficile. On se dit qu'en difficile, ils étaient surchargés, tu vois. Donc il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites derrière quand même. Mais on se dit, voilà, en difficile, il y a ça, on va regarder tel marqueur, on va faire apprendre, on va mettre au point un petit algorithme d'apprentissage qui va se dire, ok, quand je vois ça, ça veut dire qu'il est surchargé, quand je vois ça, ça veut dire qu'il est bien. Et après, tu fais un petit système, comme je t'ai dit, de prise de décision où quand tu vois que la personne est surchargée, tu passes en mode automatique et vice-versa. Okay. Donc c'est vraiment très intéressant, quoi.
super intéressant. Et du coup, la personne qui est donc l'opérateur, Ouais. lui, il voit le changement, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ok. Après, là, c'est toute une autre thématique. Là, c'était, je te dis, la macro-application en soi de Ouais, bien notre sûr. travail. En soi, nous, le but, c'était de nous faire manipuler un peu tout. Mais il y a toute une partie extrêmement étudiée là-dedans qui est sur, tu vois, la partie ça s'appelle Explainable IA, AI plutôt. Et IA transparente, tu vois, l'IA qui peut être expliquée. C'est-à-dire tout ce qui est, quand tu as une collaboration de machine, le degré de feedback que tu donnes à l'opérateur est vraiment important. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, justement, un gros problème qui cause des accidents dans l'aviation, c'est que quand tu as une transition entre pilote automatique et pilote manuel, et pilote humain, par exemple, si c'est le pilote automatique qui fait quelque chose, tu veux reprendre le dessus parce qu'il y a un nouvel ordre, et par exemple, je sais pas, il peut y avoir quelque chose qui est déjà mis en route, tu comprends pas ce qui se passe. Quand tu comprends pas ce qui se passe, c'est là qu'il y a beaucoup d'accidents. Et notamment dans l'aviation, c'est ça qui est super de bosser avec un milieu comme l'aviation, c'est que très vite, tu comprends que les conséquences qu'il y a, c'est pas mince, ça marche moins bien, on n'a pas éteint assez de feu, c'est accident, tu vois. Ouais. Donc c'est là que c'est super important de comprendre le degré de feedback qu'il faut donner à l'opérateur dans des cas de collaboration de machine. Et on a aussi tout un cours d'éthique là-dedans, dans ce cours-là, sur la place de l'ingénieur, la place en fait de ces recherches-là, voilà, parce qu'on cherche littéralement à faire de la prise de décision à des machines, à des agents artificiels, et du coup, il y a toute une partie éthique qui est voilà. À quel point on informe l'opérateur, à quel point c'est éthique, à quel point c'est juste de faire ça, etc. Et ça, c'est super important d'ailleurs que tu le rappelles. C'est super intéressant. Ouais. Et que tu rappelles que voilà, il y a toute une partie éthique qui est clair, expliquée. Ouais, bien sûr. Enfin, du coup, moi, je fais un parcours plutôt fac et master de neurosciences. Et pareil, il y a beaucoup d'éthique qui est expliquée parce que bien sûr. on touche à l'humain, on touche à des choses qui peuvent avoir des conséquences des fois on ne peut même pas imaginer en fait, tellement ça peut être énorme. Donc c'est super important de rappeler aussi que dans ces cursus-là, il y a toute une partie esprit critique et éthique qui est hyper important à développer parce qu'il y a des choses, là on touche, comme on l'a dit, on touche à des sujets qui peuvent être des gros accidents ou quoi. C'est ça, ouais. Donc voilà, très très important. Et là-dessus, toi c'est quoi ta vision un petit peu du monde de l'interaction homme-machine? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émergence de débats et surtout de fake news, où ça peut être des extrapolations de résultats. Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'avancée aujourd'hui, de ce que tu vois en tout cas, et ton avis en fait, clairement, si tu veux, te prononcer là-dessus. Non, mais je trouve ça super intéressant. C'est une grosse question d'ailleurs. C'est une grosse question. Mais j'ai pu aller voir l'exposition au Quai des Savoirs. Je ne sais pas si tu es allé sur l'IA, là, double jeu, qui est très bien faite d'ailleurs, très bien réalisée. Mais en fait, en la voyant, je me rends compte déjà, en intro, tu vois, de réponse, je me rends compte déjà à quel point c'est difficile pour le grand public et même pour les experts, de définir vraiment, tu vois, ce qui est IA, agent artificiel, algorithme, tous ces trucs-là, en fait, c'est des mots qui veulent un peu tout et rien dire pour le grand public. Et du coup, c'est pour ça que déjà, d'un point de vue grand public, il y a beaucoup de comme je dis, de fake news, ou même plus que de fake news, d'extrapolation, voilà, justement, comme tu dis, de rumeurs ou de déformation, quoi. Moi, je pense pas que c'est des gens qui disent du faux, mais je pense qu'il y a vraiment derrière du flou, en fait, beaucoup de flou, mais qui est aussi énormément dû en fait à la manière dont les scientifiques communiquent là-dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre, selon moi, un point d'honneur déjà à comment on communique sur ça. Tu vois, je t'ai pas dit IA, à aucun moment je t'ai pas dit une IA, tu vois. Quand on dit un agent artificiel, c'est déjà un peu mieux, tu vois, c'est-à-dire quelque chose une entité qui est incarnée par derrière des algorithmes qui prennent des décisions, qui reçoivent des informations, en ressortent, font des choix. Selon moi, ce serait ça ce qu'on appelle dans le public une IA, tu vois. Et pour certains, ça va être ChatGPT, pour certains, ça va être, je sais pas, Google Trad, pour certains, ça va être une IA, c'est un peu tout et rien. En tout cas, au niveau de une collaboration entre un humain et un agent artificiel ou une machine, je pense que selon moi, c'est un domaine qui, comme tu dis, est en plein boom. Déjà, c'est en plein boom, mais pour moi, c'est vraiment pour le mieux déjà, parce que ça annonce vraiment des choses super intéressantes, même que ce soit pour un meilleur pilotage, notamment des avions, mais même aussi, que ce soit, par exemple, on peut penser pour un truc tout bête, même au niveau divertissement, même dans les jeux vidéo, tu vois. Ouais. Imagine le jeu où tu vois les ennemis s'adaptent aux choix que tu fais, ou même tes coéquipiers s'adaptent aux choix que tu fais, c'est super intéressant. Il y a des possibilités énormes, et même pour des choses quand même vachement plus intéressantes, mais que ce soit pour la rééducation, réhabilitation, que ce soit des patients, que ce soit des petites prothèses un peu intelligentes, qui prennent mieux les décisions, qui décodent mieux ce que pensaient les utilisateurs. Ça offre des possibilités vraiment énormes. Et moi là-dessus, à mon avis, je suis quand même assez confiant dans le sens où, en tout cas en France,
Je pense que voilà, d'un point de vue éthique, nous, on fait de la bonne recherche. J'ai pu en parler dans ta conférence. Là. Oui. Au Neuroday, j'avais pu en parler. Mais nous, on fait du non-invasif, déjà, en France. Et même globalement en Europe, c'est ce qui est beaucoup, beaucoup étudié. On fait du non-invasif. Donc déjà, il n'y a pas de problème d'éthique de voilà, qu'est-ce qu'on met dans le crâne des gens, quel va être l'impact sur les neurones, quel va être l'impact s'il y a une dégradation, pour l'enlever, le recyclage de ces choses-là, l'impact à long terme, ça, on sait moins. Alors qu'avec du non-invasif, on met juste un petit casque sur la tête, on te fait faire des expériences et c'est déjà vachement mieux. Donc là, je pense que la recherche en France prend une très bonne direction, c'est très bien ce qui est fait. Donc ça c'est plutôt au niveau voilà, de tout ce qui est quelles mesures on prend sur les personnes. Il faut quand même voilà, faire bien sûr très attention à comment dire, le côté privé de ces données-là. Ça c'est vraiment ce qui est très compliqué d'un point de vue éthique vis-à-vis des interactions voilà, homme-machine. C'est l'acceptabilité de ces technologies-là qui sont en cours de développement repose beaucoup sur la privacy, tu vois, sur le côté privé des données, parce que par exemple, tu vois, si on met en soi un truc qui détecte si le pilote il est bien ou pas, ok, très bien, cool, c'est super pour que l'avion soit mieux piloté, mais les pilotes ils vont commencer à avoir peur parce qu'ils se disent d'accord, en fait, moi j'ai pas envie qu'on dise que je suis un pilote qui pilote moins bien, même j'ai pas envie tout court qu'on mette une petite caméra, tu vois, imagine qu'il y a un night tracker, j'ai pas envie qu'il y ait une caméra qui regarde où je regarde. J'ai pas envie que mon patron sache si je suis tu vois, si je suis surchargé ou pas, donc on va leur dire les données sont privées, mais voilà, on sait jamais. Donc il y a beaucoup de défiance de ce point de vue-là, et c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en compte, qui doit être encore plus étudié, de voir comment on peut vraiment rendre privé ces données en temps réel aussi. Il y a des gros défis technologiques derrière. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est la question, c'était surtout sur quel est mon avis voilà, sur le futur des collaborations en machine. Je pense que selon moi, c'est ce qui en ressort maintenant. En fait, tout on parlait d'IA, être remplacé par des robots, tout ça. Il y avait beaucoup de peur il y a plusieurs années. Et je pense que maintenant, ce qui en ressort, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire une collaboration améliorée entre en fait, l'ordinateur et l'humain. Et ça, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire, tu vois, ChatGPT, beaucoup de gens ont peur d'être remplacés par ChatGPT. Je pense qu'il y a des métiers qui vont être remplacés par ChatGPT. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont gagner à collaborer avec ChatGPT. Tu vois, avoir Microsoft, ils appellent ça Microsoft Copilot, et selon moi, c'est une bonne idée parce que ton but, c'est vraiment d'avoir un petit assistant, quoi. Ça, pour ce genre de collaboration-là, je pense que ça peut vraiment avoir beaucoup d'avantages. Et je pense que ça peut vraiment révolutionner, au moins autant que l'ordinateur, beaucoup de métiers. Donc il y aura forcément des réadaptations à faire. Que ce soit par exemple voilà, des métiers qui seront peut-être remplacés par ça. Donc je pense qu'il faut beaucoup repenser nos usages, repenser nos métiers, repenser si c'est vraiment utile de baisser les coûts sur des métiers par exemple d'expertise, parce que quand on remplace par un robot c'est beaucoup moins cher, mais est-ce qu'on ne perd pas vraiment beaucoup plus en qualité, même humainement, voilà, faut qu'on trouve des façons aussi de créer de l'emploi grâce à l'IA. Il y a énormément de thématiques qui sont cristallisées, mais voilà, je pense que tout ça va bien se décanter. Je pense qu'il faut être assez confiant vis-à-vis de la recherche qui est faite. Il ne faut pas être confiant par contre vis-à-vis des industries, parce qu'il faut toujours faire attention à ce qui est fait, ce qui nous est promis. Mais je pense qu'en tout cas, toutes les perspectives que peuvent t'offrir ces outils-là, ça c'est vraiment moi ce qui me fait aussi beaucoup bosser dans ce domaine-là, quoi. Vraiment, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Ouais, très clair, très intéressant. Donc là, on a quand même bien vu ton parcours, super enrichissant, super atypique. Je ne sais pas si c'est vraiment atypique, ça peut l'être. C'est moins connu. C'est moins connu, ouais. Et je suis très content que tu as accepté l'invitation, parce que pour mettre en lumière aussi ce genre de parcours, c'est super important pour moi. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton parcours, je pense qu'on arrive à bien cerner ce que tu as pu étudier et surtout vers où ça mène. Donc juste par curiosité, tu finis, là en gros tu es en dernière année à l'ISAE Super Héros. C'est ça, ouais. L'année se finit quand ? Et en fait, juste parce que nous en Master 2, on a 6 mois de cours et 6 mois de stage. Yes. Comment ça se passe, vous ? Est-ce que c'est pareil En soi, c'est pareil. Donc là, j'ai commencé le stage, j'ai fini les cours en soi le 13 mars, mi-mars, quoi. Mi-mars, donc j'ai commencé début septembre, mi-mars, donc ça fait 6-7 mois, c'est assez dense. Et après, on a un minimum entre 5 et 6 mois de stage de fin d'études, de stage de master, en gros. Ok, c'est pareil. Voilà. Et en soi, on est diplômé là en décembre. On a notre diplôme vraiment en décembre avec remise de diplôme et tout ça, quoi. Ok, trop bien. Maintenant, est-ce qu'on peut revoir un petit peu les stages que tu nous as parlé, que tu nous as présenté, pour resituer, donc, est-ce qu'avant l'année de césure, déjà, il y en avait ou pas ? Non, les césures, du coup, c'est là où j'ai commencé à faire des stages. J'ai fait un stage, en fait, ce qu'on appelle un stage ouvrier. C'est quelque chose qui est fait dans beaucoup d'écoles d'ingé pour, en fait, voir, nous faire expérimenter un métier sans qualification. D'accord. Un métier, voilà, le but c'est de travailler avec ses mains, quoi, de bosser. Ça peut être très bien faire maçon chez une petite entreprise en campagne, ou voilà, que ce soit manœuvre dans une entreprise, dans une usine, quoi, où moi j'avais fait serveur. Le but c'est vraiment de te faire
Pas pour dire qu'il n'y a pas de qualification Ok. pour serveur, bien sûr, mais le but, c'est de faire tester d'autres métiers Ok. qu'ingénieur. Voilà, l'école veut se dire que voilà, les élèves ont testé autre chose qu'ingénieur et ont vu ce qui se faisait ailleurs dans le marché du travail. C'est juste ça le but. C'est Ok. pas le côté sans qualification. Voilà. C'est Mais plutôt ça. intéressant, aussi enrichissant pour personnellement, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est Euh, clair. et donc ça, c'était aux premières Donc années. ça, c'était juste à la fin de la première année. Ouais. D'accord. Et après, donc les stages que tu as fait pendant ton année de césure. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, après le S3, moi, je suis parti faire 6 mois de stage au TONIC, Toulouse Neuroimaging Center, donc juste à côté du CERCO. Voilà, Qui sont rattachés au CHU exact. de Alors, Toulouse. c'est à Hein. l'INSERM. C'est Ils sont l'INSERM. à l'INSERM et du coup, ils sont directement liés au CHU aussi Ouais. par la même occasion. Puisque l'INSERM est rattaché aussi au CHU. Je Ouais, crois, si je ne dis pas clairement. de bêtises, c'est assez compliqué ces choses-là de labo public de recherche médicale, mais je crois que c'est ça. Donc j'ai fait 6 mois de stage sous la supervision de David Gasque, docteur David Gasque. Ouais, c'était 6 mois, c'était de avril 2022 à... Non, pas moins, février 2022 à août 2022. Ok. Voilà. Ensuite, j'ai fait 6 mois à Milan, donc en échange universitaire. Et après, j'ai fait 6 mois de stage à Philadelphie. Donc en 2023, c'était de avril 2023 à août 2023. Et là, du coup, le dernier stage que j'ai, c'est actuellement là, donc là, de avril 2024 à fin septembre 2024. Ok. Voilà. Donc le premier stage que tu as fait au TONIC, c'était Ouais. sur quel sujet? Donc au TONIC, ce que j'ai fait, c'était sur, en fait, donc ça s'inscrit dans le contexte, donc le docteur David Gasque, il est sur le post-AVC. D'accord. Les patients post-AVC, donc ça s'inscrit sur une volonté de faire de la rééducation avec voilà, différentes choses, que ce soit du neurofeedback, des neuroprothèses, des choses comme ça, mais pour faire ces choses-là, il y a tout un côté aussi diagnostic qui implique l'ingénieur. Et donc ce qui était fait pour le diagnostic, c'était il y a beaucoup de tracking de mouvement. Donc toi, tu mets du mocap, ça s'appelle. Ce qui est fait pareil pour le tracking de mouvement le contrôle, enfin comment dire, la détection de mouvement. Je sais pas trop comment dire, tracking, tu vois, tracking de mouvement. Genre au niveau des expressions, micro-expressions. D'expression du visage, ce qui Ouais. est fait par exemple, tu vois, pour faire de la 3D, pour les acteurs en 3D, tout ça, Ok. pour faire Shrek, tout ça, ces trucs-là, ils mettent des petites boules infrarouges, en fait des petites boules qui vont refléter l'infrarouge, et du coup tu peux traquer chaque petit point du visage et faire des visages très précis en 3D. D'accord. Et du coup, ce qui est fait dans le cas du post-AVC, c'est qu'on met des petites boules sur les segments du bras et on peut traquer, par exemple, la flexion du coude des patients. D'accord. Parce qu'en post-AVC, tu as très souvent une hémiparésie, donc une paralysie de la moitié de ton corps où tu as beaucoup plus de mal à le mettre en mouvement. Et très souvent, ils se retrouvent à avoir le coude voilà, fermé comme ça. Et donc, du coup, un des moyens de diagnostiquer les avancées des rééducations, c'est de voir à quel point ils arrivent à fléchir le coude ou pas, à quel point ils arrivent à l'ouvrir. Parce qu'on pourrait s'attendre, donc au fur et à mesure, si ça se passe bien, ils arrivent à vraiment de plus en plus l'ouvrir. Ça, c'est vraiment un truc médical beaucoup plus compliqué où, bon, c'est pas mon domaine. Voilà, plutôt voir avec d'autres personnes. Mais moi, en tout cas, mon but là-dedans, au niveau ingénieur, c'était le mocap. En fait, c'est des petites caméras que tu mets dans une salle, tu mets des petites boules qui reflètent ça en infrarouge, tu peux traquer chaque petit point. Mais c'est assez cher, c'est coûteux, le patient, il doit pouvoir se déplacer, il doit pouvoir venir à chaque fois, etc., en taxi, tout ça, parce qu'il ne peut souvent pas conduire. Donc c'est compliqué. Mais il y a des petites choses qui s'appellent des petites boîtes qui s'appellent des stations inertielles. Je sais pas si tu connais. Non. C'est des petites boîtes, c'est ce qu'il y a dans le téléphone, c'est ce qu'il y a dans chaque chose qui a un peu un gyroscope, un accéléromètre. C'est en fait, tu vois, selon les 3 axes, tu as 3 accéléromètres, donc X, Y, Z, et tu as 3 gyromètres pour la rotation autour de chaque axe. Donc du coup, c'est avec ces petites boîtes-là, tu peux savoir dans quel sens elle a de l'accélération et quelle rotation elle a autour de chaque axe. C'est ce qu'on met dans notre téléphone pour voir, tu vois, notre orientation, etc. Genre en mode quand on est sur Maps, savoir quand le téléphone. Ouais, plus ou moins. En plus, là, il y a un peu de GPS, mais en Ok. gros, dans l'idée, c'est ça, tu vois, quand tu fais par exemple même. Que ce soit, je crois, les 3DS ou les trucs un peu comme ça, pour savoir quel mouvement tu fais, tu calibres un peu au début, et ensuite on voit par rapport à une référence comment tu as bougé. Ok. Là, dans tous les petits trucs, tous les petits jouets qu'il y a pu avoir, toutes les choses comme ça, embarque un gyroscope pour savoir ce qui se passe. Même les montres aussi ont en soi des gyroscopes, pour savoir, surtout des accéléromètres, pour savoir par exemple si tu as un accident. S'ils voient qu'il y a une grosse accélération d'un coup, c'est que tu as tapé ta montre, ils peuvent appeler directement le SAMU. Ok. Donc c'est ce genre de petites stations inertielles qui sont très cheap, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher de faire ça. Ça a beaucoup de limitations techno parce que voilà, forcément c'est l'électronique pas trop cher, donc parfois ça, il y a beaucoup de dérives, de choses du genre. Mais le but, la problématique qu'avait du coup David Gasque, c'était est-ce qu'on peut utiliser ces petites stations inertielles pour concurrencer le mocap, ce qui permettrait par exemple, tu vois, imaginons un patient, il veut s'auto-diagnostiquer, imaginons on fait un petit protocole très bien pour qu'il puisse se diagnostiquer tout seul, il met juste des petites stations inertielles chez lui, il a une petite boîte, il les recharge, il les met chez lui, il fait ses flexions, envoie ça directement au médecin, et ton médecin peut faire son diagnostic. Donc Ok. voilà, le but c'était plus un truc ingénieur de la problématique de réussir à
tu vas traquer en temps réel des petits points, Mhm. des petites stations inertielles, avec seulement du coup l'accélération et la vitesse angulaire, la vitesse de rotation autour de chaque axe. Donc c'est une problématique assez compliquée que j'ai du coup j'ai pu plus étudier ça en fait en troisième Mhm. année. Donc c'était assez compliqué niveau technique moi de mon côté, parce que tu vois pêle-mêle pour faire un peu de name dropping, tu avais des choses comme tu vois du filtrage de Kalman, des choses assez compliquées en fait pour voilà mais comment dire faire de la fusion de données. C'était vraiment des choses qui m'étaient vraiment inconnues, mais ça m'a permis de tu vois, vraiment pas mal pratiquer parce que j'ai pu essayer tu vois, sur moi, j'ai pu faire un petit setup un peu expérimental. Avec, tu vois, on avait fait une règle qu'on avait collée à une planche en bois pour faire des flexions qui étaient toujours les mêmes, tu vois, de 90 degrés, et qu'on puisse bien voir si mon algorithme marchait ou pas. J'ai fait beaucoup de programmation. J'ai pu essayer du coup ensuite sur des patients, sur des données de patients, donc c'était vraiment cool. Et puis j'ai pu voir voilà, pas mal de petites conférences, j'ai pu voir pas mal de, comment dire, de consultations médicales, d'injections de toxines, des trucs du genre qui sont faits beaucoup à l'hôpital. Donc c'était vraiment très cool. Puis j'ai pu me frotter pour la première fois voilà, des choses comme des papiers de recherche, Mhm. la recherche tout court. Donc c'était vraiment très cool ce stage-là, ouais. Trop Donc bien. ça c'était mon premier stage. Premier stage. Et t'en ressors avec une envie de continuer dans ce domaine-là? Ouais, j'en ressors avec vraiment. Ça a été. Donc tu vois, je sors de cours en février 2022, je suis sur les genoux parce qu'il y avait énormément d'examens. Je me dis, ok, je me lance dans ce stage-là, un peu sans savoir dans quoi je me lance. Quoi. Je me dis, bon, bah, ça va être une grosse découverte. Mhm. Et puis finalement, c'est vraiment bien d'avoir ce côté où, là où je remercie beaucoup voilà, le docteur David Gass, c'est pour toute la confiance que j'ai pu avoir, le fait de pouvoir vraiment avoir des feedbacks assez réguliers, mais pouvoir avoir beaucoup de temps pour travailler. En général, ces stages-là, les stages de recherche, mi-master, M1, M2, t'es très souvent tout seul dans ton coin, à bosser Mhm. sur un truc, à faire souvent un vieux Excel. Là, j'ai pu voilà, avoir un petit peu de moyens, avoir des petites stations inertielles pour pouvoir travailler avec. J'ai pu faire du code, l'essayer direct, j'avais accès à des petites salles, un petit peu de matériel, ce qui était quand même cool, voilà, à l'échelle du CHU, qui est, voilà, quand t'as pas de budget qui est alloué à toi, Mhm. tu vas pas en avoir beaucoup. Mais c'était vraiment très cool à cette échelle-là. Et puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce milieu de la recherche où j'ai vu j'ai pu assister à comment ça s'appelle, au TMBI, c'est quoi le Brain Day, c'est Ouais. ça? TMBI Day, je crois. TMBI Day, je sais plus. En tout cas, le TM, ou le Neuro, non pas Neuro Day du coup, je sais plus ce que c'était, ou la journée du cerveau. Ouais, la journée, j'y suis allé cette année. Ouais, Et il me semble que c'est. Peut-être qu'ils ont changé le nom, je sais mais plus exactement. TMBI Day, ça me C'est dit peut-être ça. ça. Mais en tout cas, le TMBI est organisé un peu, je crois que chaque année, du coup, vers Ouais. mai, si je me trompe pas, un cycle un peu de conférences, où Mhm. il y a un petit buffet, quelque chose comme ça, pas mal de chercheurs, notamment il y avait l'ENAC et Super Héros. Euh, qui présentait, et là je me suis dit mais voilà en fait je peux faire de la neuro, j'ai un prof de super-héros qui présente des travaux en lien avec la neuro, Mhm. euh, dans un truc de neuro, alors que mon stage je pensais que ça allait être complètement déconnecté de super-héros quoi. Donc c'est pour ça que vraiment j'en ressortais très confiant pour la suite, et vraiment voilà ça avait vraiment été une super expérience quoi. J'avais beaucoup aimé, c'était très stimulant et j'aimais beaucoup ce côté là, ouais. Ça a été très cool. Super. Et donc, t'as enchaîné. Non. Là, après, t'as repris les cours, hein, J'ai repris les cours donc pour un 6 semestre. mois à Milan. Voilà, donc Ok. c'était une mobilité académique pour voilà, remplacer un semestre de cours de super-héros par un cours à l'étranger. Donc on a accès à beaucoup de facs aussi. Moi je suis parti à Milan voilà, pendant 6 mois, Ok. Milan en Italie. C'était sur quoi? C'était. C'était, là pour le coup c'était plus des cours, j'avais le choix de prendre dans beaucoup de, comment dire, de masters différents, mais j'ai choisi de prendre en aérospace, tu vois, pour faire Ouais. simple. Parce que c'était sur le campus, j'avais pas à bouger dans d'autres campus de la ville dans lesquels il y avait par exemple de la bio-ingé. C'était un moment où je voulais aussi reprendre beaucoup confiance, je voulais reprendre confiance vis-à-vis de moi et les cours. Ouais. Tu vois, après le tronc commun où ça avait été plus dur, donc j'ai fait des choses plus simples, mais comme assez transversales, tu vois, de la modélisation mathématique, des télécommunications, des choses comme ça. J'ai fait des choses assez variées, et j'ai fait un peu le plus transversal possible, le moins vraiment trop précis sur l'aéro ou le spatial. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'était plus des cours comme ça, et ensuite j'ai fait un deuxième stage où là du coup j'ai pu partir à Philadelphie, faire un stage donc, dans le laboratoire du docteur Hassan Ayaz, donc Je de mettrai aussi, l'université de voilà, je mettrai aussi son petit ça, Google je Scholar. mentionne les noms exactement. Donc j'ai pu faire ça à l'université de Drexel à Philadelphie, donc qui est juste à côté de l'université de Philadelphie, qui est très connue, qui est une des top universités de Philadelphie. C'est une qui est juste à côté, qui est très bien aussi, beaucoup sur ce qui est comment dire, biomedical engineering, surtout là-dedans ils sont très très bons, et ils ont un labo donc de ce docteur là qui est beaucoup sur la neuroergonomie aussi. C'est un D'accord. des, donc avec Frédéric Dehais, c'est un des vrais un des plus grands chercheurs en neuroergonomie actuellement, et c'est avec eux qu'ils ont notamment fondé la conférence internationale de neuroergonomie et tout ça. Donc c'était vraiment moi, une chance d'aller dans ce laboratoire là, c'était vraiment vraiment super. Et là-dessus j'ai pu travailler
plus sur ce qui était donc les données de spectroscopie proche infrarouge. Donc en fait, pour expliquer un peu la techno, je sais pas si tu veux que j'explique un petit peu comment ça marche. Donc en fait, c'est des petits bandeaux en fait avec des petites lampes qui émettent, et il y a des petites diodes qui reçoivent, des petites diodes qui émettent pardon. Et ça émet de la lumière donc qui est proche des infrarouges, donc à peu près vers 850 nanomètres, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du visible, mais c'est proche de l'infrarouge. Donc c'est des petits bandeaux qu'on met sur le front. On peut aussi en mettre sur le crâne, mais vu qu'il y a les cheveux, c'est plus compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Et en fait, on fait passer de la lumière à travers le crâne et le cerveau. Et en fait, tu vois, quand tu mets ton doigt sur une ampoule, tu vois, quand tu mets de la lumière, tu vois que ton doigt est rouge. Tu vois, tu sais pourquoi ? Non. Ouais, donc t'avais beaucoup de chance de dire parce qu'on a du sang qui est rouge, mais en fait c'est pas ça, c'est parce qu'en fait la lumière rouge on l'absorbe pas, notre peau l'absorbe pas, on est transparent en fait aux lumières rouges et infrarouges, tu vois. Et ça c'est souvent le classique de dire que c'est à cause du sang qui est rouge. Ouais, je me suis pas prononcé, tu avais bien raison, donc je sais bien c'était le piège. Mais voilà, en gros on fait passer de la lumière à travers le crâne et la lumière infrarouge en fait va pas être absorbée. Elle va être seulement absorbée en fait par l'hémoglobine dans le sang. Et elle va être absorbée différemment selon que l'hémoglobine est oxygénée ou déoxygénée. Du coup, en fait, tu fais passer de la lumière, tu regardes la quantité que tu reçois selon la quantité que tu as émis. Et en fait, quand tu en reçois plus ou moins, ça va traduire en fait des variations d'hémoglobine dans le sang. Donc, du coup, par exemple, comparé à l'EEG, à l'électroencéphalographie, tu es très précis spatialement, beaucoup plus précis spatialement, parce que tu sais le chemin de ta lumière. Mais par contre, temporellement, ça va prendre du temps en fait. Tu vois que par exemple, une zone du cerveau qui a besoin d'oxygène, tu sais qu'elle va marcher. Donc tu peux localiser en fait très très bien dans l'espace les zones du cerveau qui sont mises en jeu dans différentes tâches. Par exemple, tu fais faire une tâche qui est très dure. Tu vas donc étudier la charge mentale de la personne. Tu fais différentes conditions et tu vas voir qu'il y a une différence donc d'oxygénation à des endroits. Ça permet de savoir quelles zones en fait sont mises en jeu dans tel processus. Donc, par exemple, tu vas faire des tâches très compliquées niveau cognitif, tu vas plutôt faire du préfrontal, tu mets un bandeau de FNIRS là-dessus, sur cette zone-là du cerveau. Petite question, et tu regardes ce qui se passe. L'émetteur et le récepteur est au même endroit ? Non, en fait, c'est une genre de petite grille. En fait. En tout cas, le bandeau que j'utilisais, c'est une petite grille où tu as, je crois, 8 diodes émettrices et tu as. Ou alors, non, pardon, tu as 8 diodes réceptrices et tu as quelques émetteurs. Les émetteurs vont émettre dans toutes les directions et selon ce que reçoit ta diode, tu vas pouvoir dire la variation en fait, d'hémoglobine dans le sang. De façon totalement vulgarisée pour que je comprenne bien, est-ce que donc t'envoies des infrarouges, ouais. Ça va être capté par l'hémoglobine ou des oxyhémoglobines. Ouais, c'est ça. Et ensuite ça va être absorbé, donc après ça va être renvoyé. C'est ça qui est compliqué. C'est là où est aussi tout le côté compliqué. Tu vois, pour l'électroencéphalographie, le problème c'est de savoir d'où vient le signal électrique que tu mesures. Pour la FNIRS, le problème c'est de savoir tous les artefacts que tu as. Parce que tu te dis très bien, en fait, ton hémoglobine elle va en recevoir, mais elle peut très bien après en disperser. C'est la dispersion lumineuse. Elle peut en disperser beaucoup. Il y a aussi le problème de, en fait, en soi, ton crâne, tout ça n'est pas 100% non plus transparent. Je te dis que c'est précis spatialement, mais en soi, le chemin de la lumière, t'as pas un tuyau qui dédie à la lumière, exactement. Donc c'est quand même compliqué, mais c'est une technologie, tu vois, qui est assez rustique parce que c'est pas trop cher. C'est une petite diode en soi, nickel, pas de problème, c'est pas trop cher. Un bandeau là que t'avais, ça coûte combien à peu près ? Au niveau des prix, c'est toujours compliqué à dire parce que la neuroergonomie, c'est assez niche quand même. Je pourrais pas te dire au niveau des prix. Je pourrais pas te dire au niveau des prix. Ça, j'ai moins l'info. Mais en tout cas, c'est des trucs qui se voient sur Internet, si tu veux regarder les prix. Mais en tout cas, voilà, la FNIRS, c'est vraiment très pratique parce que, voilà, en tout cas, le take-home message, ce qu'il faut garder en soi, dans la tête avec la FNIRS, c'est que ça nous permet c'est un autre outil que l'électroencéphalographie pour voir tout ce qui est la charge mentale, l'attention et tout ça, quoi. Voilà. Et c'est vraiment beaucoup utilisé pour mettre sur le préfrontal et voir la difficulté pour réaliser une tâche et tout ça, quoi. Voilà. C'est surtout pour ça. Et c'est vraiment ce qui est beaucoup utilisé par Hassan Ayaz à Philadelphie. Ils ont, pour te dire par exemple un type d'article qu'ils font comme recherche, ils ont essayé, donc ils ont mis un bandeau de FNIRS. Ils ont fait, dans un jardin pas très loin de Philadelphie, un grand jardin avec beaucoup de plantes, ils ont fait une petite tâche d'orientation, tu vois, donc tu dois aller à des endroits, genre mini course d'orientation, j'abuse, mais tu vois, un petit parcours d'orientation. Ils ont fait ça, ils ont reproduit le jardin en VR, donc en Unreal, ils ont refait la même chose, ils ont mis des textures avec les photos et tout, ils ont pris beaucoup de temps à faire ça, et ils ont fait faire la même tâche aux personnes avec un casque de VR dans cet environnement VR. Et le but c'était de voir quel était le plus dur niveau orientation visuo-spatiale. Tu vois, quel était le plus dur d'un point de vue orientation entre VR. Est-ce qu'il y avait des différences en fait entre VR et monde réel, ce qui peut être très utile pour tu vois, de la rééducation de patients dans un monde virtuel, quoi. Et donc pour ça ils utilisent de la FNIRS pour dire s'il y a des différences ou pas.
Voilà, donc ça c'est parmi leurs derniers résultats, je ne sais plus si ça a été publié ou pas, mais c'est un truc hyper intéressant qu'ils font par exemple. Donc voilà, la FNIR ça peut être utilisé pour ça, parce que ça donne des résultats voilà, assez précis en milieu écologique, ça se transporte bien, voilà, ça se met dans un petit sac à dos, tu mets le petit boîtier dans le sac à dos, tu mets le bandeau, tu peux bouger, t'as pas forcément beaucoup de perturbations non plus, voilà. Donc c'est assez intéressant pour tout ce que ça. Donc, voilà, c'est pour se renseigner un peu dessus, ça s'appelle la FNIR. Juste curiosité, l'étude, tu as pu avoir la conclusion ou alors ça a été présenté dans un poster. Je sais plus s'il y avait des vraies différences significatives entre les deux. Je sais plus exactement. Ça sera à creuser. Tu pourrais mettre les sources. Je te donnerai la source. Regarder l'article aussi. Je te donnerai la source s'il a été publié, mais sinon, en tout cas, c'est quelque chose à suivre. C'est hyper intéressant, en tout cas. Il faut vraiment de la très bonne recherche. Il y avait aussi un de ces doctorants. Je prends un peu le labo parce que c'est un peu moins connu que le Tonic, en tout cas à Toulouse. Mais le laboratoire, tu avais un de ces doctorants qui travaillait sur justement collaboration homme-robot, et c'était sur, en fait, du coup, on mettait un petit bandeau FNIRS. On faisait plusieurs tâches avec un robot, et le but c'était de voir les marqueurs sociaux, les biomarqueurs sociaux, à quel point on faisait du lien avec le robot, à quel point on était énervé selon que le robot marchait bien ou pas. Parce que tu venais en gros 5 jours dans la semaine, tu venais faire des petites tâches avec le robot, des tâches à deux, tu vois, soulever une petite barre avec une boule dessus sans qu'elle tombe. T'as une version où le robot il est hyper chaud, t'as une version où le robot il fait n'importe quoi, il fait pas ce qu'il dit, il dit je vais monter la barre, fais attention. Et là il descend, et la boule elle tombe. Ouais. Donc tu vois, ton but c'est de voir est-ce que tu es énervé, est-ce que c'est beaucoup plus dur quand tu vois la machine marche mal, marche pas comme prévu. On avait aussi des marqueurs sociaux, que ce soit des marqueurs de liens qu'on fait. Tu vois, ça s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone un peu qui est mise en jeu quand tu fais des liens. Donc voilà, tout ça qui est étudié donc avec de la FNIRS. Après ils font aussi pas mal aussi de G avec des enfants qui sont donc Down syndrome, donc je crois que c'est l'autisme, Down syndrome, si je me trompe pas. Je sais non, ou c'est la trisomie. Je pense que c'est syndrome de Down, je crois que c'est la trisomie. Oui, je pense que c'est ça. Ils font des choses voilà pour le syndrome de Down. Parce qu'en anglais, ça c'est pareil. Enfin, autisme c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ils font des choses avec des personnes atteintes d'autisme, des personnes qui ont un syndrome de Down, tout ça. Donc c'est vraiment hyper riche. Des choses aussi avec la FNIR, c'est dans quelle mesure tu peux mettre en jeu, c'est des choses qui sont sur les commotions cérébrales. Ils étudient les commotions cérébrales avec la FNIRS, tu vois, les conséquences à long terme au niveau de la cognition. Donc voilà, c'est un labo très varié, très cool. Vraiment, j'ai passé une super expérience là-bas. Et moi, ma mission là-dedans, c'était plus de... c'était en fait, tu vois, les FNIRS, en fait, le problème des petites diodes, c'est que quand tu les bouges, tu vois, quand tu grattes un peu, quand tu fais ça, quand tu bouges un peu le front, tu as des artefacts. Ça s'appelle les artefacts du mouvement, parce que ça vient de mouvement, parce qu'en fait, du coup, ta petite paire émetteur-récepteur, elle se découple, parce que tu as l'un ou l'autre qui bouge, donc tu as des petits sauts dans le signal. Moi, mon but, c'était de trouver un moyen de corriger ces artefacts-là. Donc, ce que j'ai eu comme paradigme, c'était que tu vois, quand tu as des petits pics qui sont des artefacts, mon but, c'était on coupe les pics, on les retire, donc tu as du signal manquant, et tu utilises des différents algorithmes pour prédire le signal manquant à l'intérieur. Donc du coup j'ai fait beaucoup de deep learning, j'ai fait du machine learning et aussi des modèles statistiques assez simples, et j'ai fait un comparatif du coup de ces méthodes là pour faire quelque chose d'assez beaucoup plus signal, tu vois, beaucoup plus brut, tu vois, moins appliqué, mais plus sur du traitement de signal physiologique, quoi. Ok, trop intéressant. Je peux faire du deep learning et tout ça appliqué à ces signaux. Wow. Et ça a fonctionné, l'algorithme que tu as pu avoir? Deep learning, ouais. C'est quelque chose qu'on est en train d'écrire, mais pour l'instant, le deep learning, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça marchait moins bien que des modèles simples, mais finalement, même d'un point de vue général, c'est une tendance qui se dégage en général, je trouve, de la neuroergonomie, tu vois, neurosciences, tout ça. En tout cas, où il y a beaucoup de côté technique. C'est que les modèles compliqués, c'est très bien. C'est très cool pour des données, je sais pas, tu as des données t'as des jeux de données énormes qui sont utilisés, là-dedans, deep learning, c'est super. Ça va s'entraîner sur beaucoup de données, ça va apprendre plein de choses que tu n'avais pas vues, c'est super. Mais le problème, c'est que sur des données physiologiques, tu as moins de données, tu as des données qui sont parfois toutes pourries, c'est compliqué de labelliser, tu vois, de donner une étiquette à chaque donnée, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et au final, les modèles simples marchent parfois beaucoup mieux. Donc parfois, l'IA, c'est très cool. Enfin, le deep learning, tu vois, c'est très très cool, l'apprentissage profond. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour vraiment l'exploiter à 100% pour les neurosciences. Et moi, dans mon cas, les modèles plus simples marchaient mieux. Mais ça, c'est un truc qui est en cours d'écriture, du coup, de notre côté, quoi. À suivre. À suivre dans un petit moment, mais à suivre quand même. Et petite question aussi sur, en dehors de la partie recherche et l'intérêt et tout ça du projet. Ouais. Quelles sont les différences que tu as pu constater entre du coup une expérience dans un laboratoire français à Toulouse et un laboratoire américain? J'imagine que c'est partout différent et tout ça, mais oui. Tu vois,
humainement, qu'est-ce que tu as pu observer en fait en tant que francophone qui Ouais. Bah, alors, d'abord, en me cantonnant uniquement à l'expérience laboratoire de recherche, tu vois, la différence entre France et USA, je dirais quand même que c'est pas forcément si différent, tu vois. Je m'attendais à Ok, être plus. Je pense que ça dépend énormément des labos. C'est ok, sûr, je pense qu'il y a des laboratoires qui pressent comme des citrons, tu vois, leurs doctorants ou leurs postdoctorants pour qu'ils fassent beaucoup d'articles, parce que c'est toujours important. Je dirais que d'abord, il y a comme une importance un peu plus importante. Bizarre ça. Mais il y a une importance certaine sur la quantité d'articles qui est publiée. C'est important de publier beaucoup d'articles. Euh, c'est vraiment voilà, important de produire. C'est des gens qui se mettent leur nom un peu dans tous les papiers. En tout cas, voilà, les directeurs de projet. Ce qui est normal aussi parce ils sont financés à l'article, ils sont financés à la quantité. C'est un des marqueurs de performance des laboratoires à la base. C'est en tout cas encore plus qu'en France. C'est c'est la quantité d'articles quoi. Donc il y a beaucoup d'articles, mais en même temps en fait je me dis juste qu'ils travaillent très bien, il y a beaucoup de projets très intéressants, c'est vraiment très cool. C'est pas forcément une différence, mais c'est juste que c'était vraiment, j'étais surpris par le fait que ce soit en fait pas si différent que ça non plus. C'est-à-dire que tu vois, même dans la mentalité des doctorants, tout ça, je veux dire, c'est des gens qui bah, tu vois, ils galèrent sur leur thèse, quoi, voilà, ils avancent, ils font ce qu'ils peuvent. Euh, franchement, c'est. En tout cas, dans ce laboratoire-là, c'était très cool de voir que c'était justement très. Enfin, je sentais un peu pas comme à la maison, mais c'était très bien, ouais. quoi, tu vois. T'es pas non plus Ouais, c'est déboussolé. ça, c'est ça. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment très. Ça dépend beaucoup des laboratoires que tu vois. Je pense pas qu'il y ait vraiment un laboratoire typique français, un laboratoire typique Oui, américain, mais en tout cas pour ce laboratoire-là, j'étais vraiment très content de l'ambiance qu'il y avait, quoi. C'était ouais, très ouais. cool. Après, voilà, c'était assez dur de se voir en dehors du labo avec certaines personnes parce que il y a moins, tu vois, forcément d'esprit un peu de labo, de Ouais. côté comme ça. Mais je me suis quand même fait de très très bons amis dans ce labo-là, des amis que j'ai revus il y a pas longtemps, où c'est super, quoi. C'est trop cool. Donc j'ai vraiment fait des super liens qui dépassent le côté, tu vois, nationalité, Amérique, France, même, voilà, c'est super cool, j'ai vraiment adoré ça. Euh, Après, je dirais qu'il y a aussi quand même un côté un peu à l'ancienne, mais ça, je pense que c'est même en France, tu vois. De, voilà, on te donne, on t'embauche et on te dit, voilà, prends ces articles-là, travaille dessus. D'accord, tu travailles sur les articles, je fais quoi je réimplémente ce qui est déjà fait, je poursuis ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, t'as un peu un moment de casser les dents, mais ça, je sais que c'est un peu vieille école et c'est aussi le cas en France où ça peut arriver des fois. Bosse là-dessus et basta. Mais voilà, je dirais qu'en fait, c'est pas si différent que ça. En fait. En Hmm. tout cas, au niveau du labo, c'est peut-être ce qui m'a le moins dépaysé, en fait, tu vois, comparé à la France, au final. Ok, trop intéressant. Ouais, En plus, en fait, c'est vrai que le monde de la recherche, c'est un monde qui est très quand international même, et c'est il y clair. a... Mm. Donc au final, c'est vrai que culturellement, c'est quand même un monde Ah, c'est ça, ouais. assez Finalement, riche, très riche. j'ai pas vu beaucoup d'Américains, tu vois, de personnes, de citoyens des USA en soi dans le Ouais, labo, quoi. Je veux dire, Hassan, il est turc. ouais, Au niveau des doctorants, il y avait, voilà, pareil, deux ou trois doctorants turcs. Il y avait un Mexicain, un Saoudien, tu vois, ok, beaucoup de Brésiliens aussi, tu vois. Donc en fait, tu vois beaucoup de gens qui sont tous en fait de partout, en fait. Donc c'est ça ouais, qui, je pense, contribue aussi beaucoup à faire que c'est une expérience hyper riche, en fait, ouais. et qui était très peu en fait à être une expérience américaine classique, quoi. Mm. Donc j'aurais pas vu vraiment des labos un peu classiques, voilà, américains, mais je suis très content d'avoir vu ça comme ça en tout cas. C'était vraiment très Passionnés, cool. passionnés ensemble sur le même sujet, Ouais, c'est ça, c'est c'est super. super T'apprends cool. beaucoup aussi de comment les autres pensent, et c'est vraiment très très bien. Ouais. Et donc là, c'était un laboratoire à quelle taille? Cette taille humaine très grand? C'est plutôt un laboratoire à taille humaine. En gros, c'est une équipe au total, je te dis à la fourchette, Ouais, hein, c'est autour d'une vingtaine, trentaine de personnes à l'intérieur, quoi. Donc d'accord. une équipe doctorante de peut-être 7 doctorants, peut-être 4 5 6 postdocs, des masters, enfin des stagiaires de master, des trois 4 chercheurs permanents. D'accord. Donc en soi, en tout cas au final, selon les va-et-vient des stagiaires, enfin, selon les stages, quoi, je dirais qu'on est autour d'une vingtaine, tu vois, Ok. 25. Donc c'est quand même, selon moi, plutôt une petite équipe, quoi. C'est quand même taille Ouais. humaine parce que tu peux quand même connaître, peut-être pas tout le monde, parce que parfois tu travailles pas avec tout le monde, mais au moins connaître, voir de vue tout le monde Mhm. et connaître au moins la moitié, deux tiers des personnes, quoi, Ok. personnellement. Et c'est quoi le nom du laboratoire? C'est Ayaz Lab, D'accord. c'est le nom de la personne, Ayaz Lab, et sinon c'est le laboratoire de neuroergonomie de l'université de Drexel. D'accord. Voilà, c'est ça. Trop Mais bien. ouais. Et par rapport à cette expérience, euh, voilà, un peu comme la question que je t'avais posée sur l'autre stage, qu'est-ce que tu en ressors? Est-ce que si tu remets à le Jules, quand il sort de ce stage, qu'est-ce qu'il se dit pour la suite? Est-ce qu'il Ouais. est encore plus motivé pour aller dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'il veut plus, des choses qu'il veut, tu vois? Ouais. Bah, il y a un. Franchement, même moi, toi, toute cette expérience-là aux États-Unis, je pense, je la vois vraiment un peu comme un tout. Parce que, en fait, j'en suis vraiment senti énormément grandi, tu vois. Parce que c'était des périodes pas faciles, moi, d'un point de vue personnel. Genre, tu vois, juste avant de partir aux États-Unis, j'ai eu des très mauvaises nouvelles. Et après,
Après, du coup, je suis parti direct. Ok. Et donc, du coup, ça a été assez particulier, tu vois, de me dire, ok, en fait, c'est un peu une remise à zéro, je vais à l'étranger, ça repart, quoi. Et, euh, et du coup, ça a vraiment été, tu vois, partir entre guillemets un peu de zéro, d'une période très basse. Et après, j'en suis sorti vraiment, je trouve, au top. J'étais vraiment Ouais. trop content de comment j'en suis ressorti. Et ça a été vraiment, vraiment génial. Trop trop cool quoi. Donc d'un point de vue recherche, tu vois, j'étais vraiment content d'avoir eu beaucoup d'autonomie. Là où je dirais les points un peu négatifs, c'était le côté un peu où c'était compliqué d'avoir du feedback. J'ai beaucoup bossé de tout, bah, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup bossé, je me suis beaucoup cassé les dents et je pense, tu vois, alors je sais pas si c'est parce qu'on est jeune maintenant et qu'on remet un peu en cause les manières de manager et tout ça, mais je pense que j'aurais bénéficié d'avoir un suivi plus régulier, d'avoir un meilleur cadrage, mais bon, après ça m'a aussi appris que voilà, les stages parfois juste y vas, tu te démerdes et c'est tout quoi. Donc j'ai beaucoup appris là-dessus, j'ai beaucoup appris aussi avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai même passé des super moments, quoi, tu vois, j'ai vraiment beaucoup appris. T'apprends beaucoup même toi, qui tu es toi-même en tant que personne, en tant que Français, en tant que tu vois, à Toulouse, en tant qu'étudiant, quand tu vas à l'étranger et tu vois comment vivent les Américains, enfin c'est quoi les États-Unis, tu vois. T'apprends beaucoup sur, tu vois, c'est la première puissance mondiale. Des fois tu te dis mais je me stresse avec des choses en France mais en fait ça n'a même pas lieu d'être, ou des fois en fait nous on fait pas gaffe à ça mais pour eux c'est hyper important, tu vois, que ce soit des exemples tout bêtes, par exemple un exemple tout bête, ce soit par exemple l'écologie, tu vois, en France. Ouais. C'est un truc qui suscite énormément d'anxiété et je pense pour un bon fond, tu vois, c'est pour des bonnes raisons, mais en fait des fois quand tu vois aux États-Unis en fait que tout se fait en voiture, que en fait parfois le principal c'est que en fait t'arrives à bien bosser avec la clim et pas que tu sois à 40 degrés, même que tu n'allumes pas la clim, enfin tu vois, plein de choses comme ça où tu te dis en fait c'est pas du tout les mêmes priorités qui sont mises et tu te dis en fait d'accord, c'est bien en fait les efforts que je fais, il faut que je continue à faire des bons efforts moi en France pour l'écologie, mais je pense que la partie anxieuse il faut juste se dire que en fait on peut pas tout contrôler quoi, tu vois. Ouais. C'est bien de changer à son échelle, c'est très bien tous les efforts qui sont faits, mais en tout cas quand t'es anxieux moi est un peu parti vis-à-vis de ça, tu vois, parce que je me suis dit en fait ok, mais en fait même que je me stresse ou pas, il y aura peut-être 1 milliard d'Américains qui vont toujours mettre leur voiture tous les matins, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça sert à rien que je me stresse. Donc au moins ça, je pense qu'il y a plus de... Je trouve que tout prend plus de sens quand tu vois un peu l'extérieur et vraiment quelque chose qui t'est complètement inconnu. Tu sais plus qui tu es quand tu vois là où tu n'appartiens pas, tu vois. Ça c'était vraiment important d'un point de vue, tu vois, pour l'écologie, même tu vois l'importance que nous, ça a l'histoire, par exemple, tu vois. Tu vois, aux États-Unis, c'est un pays qui a quoi, 200, 300 ans, tu vois, maximum. Ouais, c'est pas du tout nouveau pareil, pays. tu vois. C'est exactement, c'est le nouveau monde, c'est vraiment des choses... C'est pas du tout les mêmes choses, quoi. Et même, tu vois, même pour eux, le rapport à l'alcool n'est pas du tout le même qu'en France. Enfin, plein de choses, j'ai vraiment appris sur plein de choses en fait, tu vois. Et même du coup après grâce à des amis tu vois, qui étaient mexicains, brésiliens, tout ça, appris plein de choses sur en fait tout en fait, surtout. Tu vois le fait que tu vois des personnes par exemple le brésilien avait fui pas fui de Brésil mais était parti en tout cas aux États-Unis parce que lui ça l'embêtait d'étudier non, c'était une postdoc brésilienne, elle était vraiment déménagée aux États-Unis parce qu'elle avait pas envie, tu vois, d'élever des enfants dans un endroit où si tu te trompes de rue tu peux avoir des gros problèmes quoi, tu vois. Et c'est vraiment compliqué. Mais du coup tu apprends vraiment énormément et j'en suis vraiment ressorti en mode pas du style au plus bas, tu vois, mais au contraire de me dire, ok, donc là, toute la chance que j'ai d'avoir ces moyens-là en France, bah, je veux d'abord en profiter à 100% et améliorer les choses autour de moi, quoi. Tu vois, me dire que, tu vois, plus que vouloir changer le monde en entier, bah, déjà changer les choses autour de moi, c'est déjà bien, tu vois, et j'étais vraiment content de ça. Et au niveau de la recherche, je me suis dit, tu vois, c'est trop cool, il faut que je continue, quoi, tu vois. Je sais que c'était la bonne direction, c'est une direction qui m'intéresse, les applications m'intéressent, et après, même si ce projet-là allait finir, c'était cool, tu vois, et tout, mais c'était pas... Voilà, j'ai pu apprendre au moins sur ce que j'aimais moins. Et ça, c'est toujours trop bien, tu vois. Quand tu apprends sur ce que t'aimes pas, c'est déjà trop cool aussi. Ouais, clairement. C'est déjà très bien aussi. J'ai un peu moins aimé, tu vois, le fait de faire que du technique appliqué à du signal. Très bien, bah, je le ferai moins, mais c'est pas grave. Et franchement, je me suis arrivé vraiment reboosté à 100%. C'était vraiment ultra cool ce stage. Trop bien. Ouais, vraiment, j'avais beaucoup trop aimé. Mon conseil est largement de faire ces expériences-là, quoi. Ouais, c'est clair. Puis, en fait, au final, les stages, ça permet vraiment de voir concrètement si ça nous plaît, parce qu'il y a la théorie, la pratique, et ce qu'on va apprendre en termes de connaissances, enfin du coup moi je parle pour moi, mais oui, bien sûr. Dans un parcours de bio, neurosciences, on voit beaucoup de théorie, on voit beaucoup de le fonctionnement de sujets qui nous intéressent beaucoup en théorie, mais en fait quand on voit la pratique et le métier, et puis en fait il y a beaucoup de choses c'est tout un contexte, c'est-à-dire qu'on a notre place dans le laboratoire, une certaine des manips particulières, est-ce qu'on prend du plaisir avec tout ça, tout voir un peu d'un overview. J'avoue que le stage c'est un moyen d'avoir une overview et de se dire ok, j'ai envie de continuer là-dedans, ou ça je veux pas, ça je veux, même les questionnements de management, je trouve ça super intéressant dans le monde de la recherche. Je crois que j'en avais déjà discuté avec des chercheurs notamment sur le podcast. C'est vrai que
toute la notion de management, ça prend sur le tas un petit peu, surtout les anciennes générations, où des fois il n'y avait pas de formation. Et c'est vrai que de le voir en tant que stagiaire, ça permettra, si un jour, je l'espère, on devient dans la recherche, on dirige des équipes et tout ça, d'avoir un peu ce rappel. Moi, quand j'étais là, à ce moment-là, j'aurais préféré d'avoir ce type de management et de discuter, d'entraîner un dialogue avec la personne pour s'adapter aussi en fonction de l'individu. C'est vrai. Mais on en rediscutera dans 10 ans, Inch'Allah. Du coup, on en était sur ton stage. Ouais. Est-ce que... donc après ça, c'était quelle période? Après, tu as repris les cours, c'est pour la dernière année, c'est ça? Ensuite. C'est ça. Donc ça, c'était en 2020. Donc c'était l'année dernière. Ouais. Je suis parti en avril, fin mars, et je suis revenu mi-août. Et après, j'ai pris les cours début septembre. Voilà. C'est ça. Et là, tu as commencé un stage depuis février? Un stage là, c'est depuis avril. Depuis avril. Depuis début avril, ouais, c'est ça. Okay. Depuis début avril. Et là, donc, tu as l'ISAE. C'est ça. Je suis à Supaéro, donc je suis sous la supervision de Frédéric Dehé, au laboratoire de neuroergonomie. Je pourrais en parler un peu de Frédéric Dehé parce qu'il a quand même eu son importance aussi dans mon parcours et on a eu beaucoup d'échanges qui ont beaucoup guidé aussi. Mais d'abord sur le stage, donc là ce que je fais, c'est un stage de fin d'études, stage de fin de master, donc c'est un stage qui est plus développé, il y a plus de place pour vraiment du côté technique. Vraiment, le but c'est de faire un vrai projet. Donc moi ce que je fais là, je travaille donc sur en fait on a une BCI, donc une interface cerveau-machine au laboratoire qui a été donc développée avant que moi j'arrive. Donc mon but moi c'est de faire un continu du développement là-dessus. On utilise un framework un peu particulier, en Python, JavaScript, HTML, CSS. Donc je fais à la fois de l'interface, à la fois du back-end et du front-end, tu appelles ça. Donc tout ce qui est le côté programmation, calcul, tu vois les méthodes derrière, et aussi tout ce qui est interface. Peut-être petite parenthèse pour les personnes qui captent pas trop, en fait, qui n'ont pas trop commun avec l'informatique ou les interfaces. C'est quoi le front, c'est quoi le back, Ouais, bien sûr. Donc en fait, quand on fait des interfaces ou même en fait des sites web, ce qu'on appelle en fait le back-end, c'est tout ce qui est les calculs qui sont faits, tout le gros du calcul, c'est le back-end, et tout le reste, tout ce qui est l'apparence, c'est le front-end. On peut voir ça comme tu vois la machinerie derrière les rideaux. Et le front, le back-end, c'est tout ce qui est la machinerie, tu vois, pour faire venir les décors, etc. Tout ça, les lumières, tout le jeu de lumière, le son. Et tout ce qui est le front-end, c'est les décors et les acteurs qui sont devant. Non, l'idée c'est ça, c'est un peu comme back-office et tout ça dans l'industrie, tu vois, tu travailles dans l'arrière-boutique ou avec les clients. Donc en tout cas pour les interfaces cerveau-machine, vu qu'il y a une partie interface, tu as toute une partie calcul qui est faite, donc ce qu'on appelle le back-end, toute une partie calcul qui est faite, donc je fais du développement là-dessus, sur mettre de nouvelles fonctionnalités pour notre interface et aussi des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités visuelles, des nouvelles choses. J'adapte des petites tâches cognitives pour les mettre sur l'interface cerveau-machine. Donc je fais ça, mais en fait aussi c'est entre guillemets un peu ma pré-thèse, parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu après, mais c'est un peu ma pré-thèse en soi que je vais faire dans ce laboratoire-là, où du coup j'ai l'occasion de me familiariser avec le laboratoire, avec les neurosciences, la neuroergonomie, faire de la littérature. Donc là en ce moment on est en train de faire une collecte de données pour voir les performances de notre interface sur en gros plus de classes, parce que on met un casque G dans cette interface cerveau-machine, on met un casque G aux participants. Et en fait, on fait une petite phase de calibration qui est toujours nécessaire aux interfaces cerveau-machine, dans laquelle ils voient des petits flashs visuels. Et après, en fait, on arrive à décoder ensuite, grâce à un algorithme, on arrive à décoder l'endroit où ils regardent à partir des flashs et de l'activité électroencéphalogramme. Du coup, en fait, tu mets un petit digicode, on fait flasher différemment chaque petite touche. Et du coup, en fait, chaque petite touche va entraîner une réponse différente de ton cortex visuel. Donc voilà, on met le casque G surtout sur le visuel, donc en occipital. Et on arrive à décoder cette information-là dans le G et à voir où la personne regarde. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Et ma thèse sera plus là-dessus, quoi. Et il y a combien de localisations Là, on est sur du 11 classes. Là, du coup, l'expérience sera sur du 11 classes. Ouais. Ok. Avec ce paradigme-là. Ouais. Et l'article sur 5 classes est en cours de revue. Ok. Voilà. Ok, trop cool. Tout ce qui est partie front-end, donc c'est la partie utilisateur, puis ergonomie un petit peu aussi de l'utilisation. Ça, tu l'as appris tout seul? Tu l'as appris comment? Parce que ça, je l'ai plus appris tout seul. Ouais. Je l'ai plus appris tout seul. On a eu un projet en fait de fin d'année, cette année, en troisième année, en équipe, où en fait on faisait pareil, un truc de neuro, etc. Et j'ai pu être en charge de l'interface. Donc du coup, j'ai pu essayer tout seul. Voilà. Donc, avec un petit kit, petit kit Python qui s'appelle Streamlit,
qui est pas mal pour faire des interfaces aux machines, des interfaces tout court, pour faire du front-end, pour tout ce qui est machine learning, stats, compte rendu et tout. Et nous, c'était pas mal, c'était facile d'utilisation, et bon, quand même, il y a toujours des problématiques de faire l'interface. Mais c'était quand même assez cool, et je pense que j'ai pu m'y frotter bien tout seul et découvrir un peu, tu vois, ce qu'il en ressortait, quoi. De développer, de faire du front-end développement. Ouais, c'est trop intéressant. Parce que du coup, en fait, vraiment, le monde du BCI, moi, je l'ai un peu découvert cette année aussi avec une formation sur les neurotechnologies que je recommande énormément pour les personnes qui sont intéressées. Oui. C'est Neurotech... alors, c'est de JTech, la formation d'une semaine, de 10 jours même intensive. On voit, en fait, la diversité de ce monde-là. Et en fait, c'est clairement un monde qui est au carrefour de développeurs... des développeurs, des personnes qui sont plus sur le côté jeux vidéo, neurogames et tout ça, des personnes qui sont du coup très scientifiques, neuroscientifiques pour comprendre le cerveau. Mais il y a toute une... c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et il y a des applications qui sont, on en a parlé dans la santé, dans le médical, mais en fait il y a d'autres applications dans l'art, dans la mode. J'ai vu des exemples dans la mode, des BCI, il y a des interfaces cerveau-machine, mais au niveau c'est vraiment un monde qui est très diversifié, qui évolue. Clairement, en fait, on voit très bien un boom les dernières années. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, tu vois, là, dans l'équipe où tu es, il y a combien de projets en fait, sur ces sujets-là de BCI et des applications concrètes, vraiment, soit dans l'aéronautique, j'imagine, soit mais même là, dans ton sujet. Ouais. Donc, dans le laboratoire, alors j'essaie un peu d'y repenser pour voir à peu près qui bosse sur quoi. En fait, nous, on a plusieurs permanents qui sont sur différents projets. Donc tu as Frédéric Devet qui travaille justement sur ce projet de BCI qui est du coup le mien, qui serait plutôt une application. Alors on peut penser à plein de choses, quoi. Tu vois, réfléchir à... Vu qu'on arrive à voir où la personne regarde en fait, en flashant, on peut avoir des applications qui seraient un peu les mêmes que l'eye tracking, mais un peu différemment, où on pourrait essayer de... Justement, moi ma thèse, ça va être beaucoup plus sur les considérations théoriques derrière sa BCI, parce que pour l'instant, en gros, ce qu'on voit, c'est de l'eye tracking. Tu vois. On voit où la personne regarde, mais avec le EEG. Donc c'est un beau défi, mais en soi, pour l'instant, un eye tracker marcherait mieux. Mais parce que derrière, en fait, on s'attend à, en fait, vu qu'on passe par du cerveau, on aura du processus cérébral qui sera mis en jeu. Et du coup, moi, mon but, ça va être d'étudier tous ces processus cérébraux-là. D'accord. Et voir lesquels sont mis en jeu. Tu vois. Est-ce que c'est de l'attention ? Est-ce qu'on peut, tu vois, quel biomarqueur on peut avoir grâce à ce type de réponse à ces stimuli, tu vois. Donc ça va être très intéressant. C'est assez large au final. C'est très large, c'est assez fondamental. Mais en tout cas, ça va être assez applicatif, en tout cas par la suite. On peut penser à des applications, tu vois, que ce soit pour du diagnostic, que ce soit justement aussi pour l'aéronautique, pour voir où les pilotes regardent, est-ce qu'ils ont bien vu telle information ou pas, tu vois, tout ça. Ça peut vraiment être très cool. Tu vois, on peut penser même à faire de la réalité augmentée, voir où là, par exemple, tu vois, tu mets un casque de réalité augmentée sur un conducteur de voiture, et tu peux, je sais pas, voir les cibles en temps réel, voir s'ils flashent, etc. Tout ça, ça peut être très intéressant, tu vois, mais c'est des choses qui sont dans longtemps, quoi. Et après, il y a des applications, il y a un collègue qui travaille sur de la BCI passive. Donc le but, c'est-à-dire cette fois-ci, on va récolter l'information cérébrale et faire des conclusions, mais sur le sujet qui ne cherche pas à faire opérer la BCI, tu vois. C'est-à-dire qu'il cherche juste qui fait une tâche. Ouais. En parallèle, on récupère son information cérébrale et on va faire différentes adaptations ou des choses comme ça selon leur activité cérébrale. En tout cas, la personne ne cherche pas, a priori, à changer son activité cérébrale. D'accord. À contrôler vraiment la BCI. Ça m'appelle une BCI passive. Ok. Voilà, c'est un type de BCI. Il fait de la BCI passive plutôt lui, donc ça va être sur plutôt pareil, application aéronautique. Après, on a aussi une idée de faire cette BCI en VR. Voilà, ouais. Pour l'instant, en fait, aussi ce qui est dur au niveau des BCI, donc comme tu as dit, il y a un gros boom. Il y a beaucoup de possibilités. Mais pour l'instant, c'est vraiment, vraiment compliqué de sortir ça du laboratoire. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est vraiment le gros challenge, en défi. tout cas pour l'instant. Mais ouais. Pour l'instant, c'est plus des choses en laboratoire, avec des applications hors laboratoire. Mais en tout cas, pour l'instant, selon moi, assez loin de vraiment le sortir bien, d'avoir un système vraiment fiable, que ce soit pour l'industrie ou même pour les consommateurs, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est compliqué. Mais en tout cas, il y a tellement de possibilités. Tu disais la mode, tu disais même, je sais pas, la nutrition, des choses, tellement de choses possibles. C'est très cool, quoi. C'est très cool, et c'est justement là-dedans que toutes les considérations éthiques entrent en jeu aussi, parce que neuromarketing et tout ça, c'est assez discutable. Mais voilà. L'application.
Ok, trop cool. Et donc là, juste pour faire la transition entre ton stage et ta thèse, donc là, tu finis ton stage en novembre, c'est ça? Je finis fin septembre Fin mon stage. septembre? Et ma thèse commencerait début novembre normalement, voilà, courant fin 2024. On sait pas D'accord, ok. encore, il y a des petits contrats, des Ouais, histoires. ça prend du temps. Mais bon, c'est dans les clous, on a l'argent, on a le financement, il n'y aura pas de problème. Ok, trop bien. Ouais. Et ta thèse, donc si tu peux dire on va dire, bon, t'en as déjà un peu parlé, Ouais. donc clairement, mais le titre un peu Ouais. scientifique, brut, et toi, ce que t'en Ouais. dis d'un point de vue plus vulgarisé. C'est ça, ouais. En fait, d'un point de vue, le titre en tant que tel, ce serait un peu je crois que c'est neurodécoding, un truc comme ça, c'est un peu vendeur Ok. quand même, tu vois. Mais en gros, au niveau de l'idée, ce serait d'utiliser, voilà, de voir à partir avec les stimuli qu'on a. C'est-à-dire nous, on fait flasher des choses et on récupère une réponse cérébrale. C'est de plus que réussir à voir où la personne regarde, c'est voir, par exemple, comment elle regarde. Tu vois, c'est-à-dire, est-ce qu'elle regarde de manière attentive? Est-ce qu'elle perçoit juste? Est-ce qu'on a vraiment un encodage de l'information ou Mhm. pas? Est-ce que vraiment voilà, l'information EEG se propage? Des choses comme ça, quoi. Moi, ça va être tout ce qui est sur la propagation de l'information liée à ces stimuli. D'accord. C'est-à-dire, voilà, on fait un flash. Est-ce que c'est une information qui est vraiment prise en compte? Est-ce qu'elle est perçue juste dans le visuel? Est-ce qu'on la retrouve ailleurs, par exemple, je sais pas, si il faut faire une tâche avec de mémoire, est-ce qu'elle se retrouve dans le préfrontal? Est-ce qu'il y a une propagation de cette information-là? Moi, ça va être là-dessus. D'accord. Sur ce phénomène d'encodage d'informations et de propagation de l'information visuelle. Super. Et le but serait de l'exploiter après pour l'ABCA. Voilà. Ok. Il y a quand même toujours ce scope, cette échelle BCI est quand même toujours très présente parce que c'est la volonté qu'on a. C'est pas de faire que du fondamental, c'est de faire surtout après de l'applicatif. Mhm. Ce serait aussi du coup en co-tutelle avec un chercheur autrichien qui a de l'université de Vienne, qui a des patients pareil post-AVC ou locked-in aussi, c'est des personnes qui sont post-ALS. Donc ALS c'est sclérose amyotrophique latérale. Ouais. Et c'est une dégénérescence des nerfs, des motoneurones, qui fait que les personnes petit à petit ne perdent le contrôle de leurs muscles et se retrouvent bloqués dans leur corps, avec leur cerveau qui marche encore et eux ne marchent plus. C'est très tragique comme maladie. C'est compliqué, ouais. C'est vraiment très compliqué. Et du coup, le but, ce serait de pouvoir peut-être utiliser ce genre des résultats que je peux avoir pour faire des applications BCI pour de la communication pour ces personnes-là. Il y a beaucoup de possibilités. Il va falloir cadrer tout ça tranquillement pendant la thèse, mais voilà. Et c'est qui le chercheur à Vienne? Le chercheur autrichien, c'est Moritz Grosse-Ventrup. Ok. Voilà. Ça Donc marche. c'est entre Frédéric Dehé et Moritz. Ok, trop cool. Trop bien. Ça présage du bien, du positif. C'est clair, ouais. J'ai hâte que tu commences aussi pour voir un peu comment ça avance. J'ai hâte aussi. Et même, je t'invite déjà dès maintenant, en fait, si jamais Bah oui. dans 3 ans ou dans 2 ans, au cours de ta Bien thèse, sûr, avec grand plaisir. pour voir un petit peu comment ça évolue sur ces sujets-là. Est-ce que tu aurais d'autres choses à aborder, parce que là tu en finis un peu le chapitre Bah oui, c'est ça. sur les stages. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimerais bien aborder sur les stages maintenant? Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'aurais pu parler un petit peu limite du laboratoire de super-héros. Ouais. Un tout petit peu, parce que voilà, ce que je t'ai dit, j'aimerais bien rendre quand même le côté contact aux États-Unis. Ça, c'est beaucoup de choses que j'ai eu grâce à Frédéric Dehé. Et ce laboratoire-là est vraiment, vraiment super. Donc, même, c'est un laboratoire qui, selon moi, n'est pas vraiment connu. Quand tu fais, tu vois, on avait une de tes collègues de master qui était venue faire un stage chez nous, donc c'est super. Mais en soi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez compliqué de faire des liens entre fac et ce laboratoire-là qui est quand même ouvert à. Je pense que je suis un des seuls à avoir fait super-héros et à y rester après en stage dans ce laboratoire-là. Il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de facs, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc ce laboratoire-là, c'est le centre de neuroergonomie de l'ISA et super-héros. Donc c'est le labo de neuroergonomie de super-héros. Donc il est dirigé par Frédéric Dehé et donc ce chercheur-là, Frédéric Dehé, c'est lui qui l'a fondé il y a une dizaine d'années, je crois, je sais plus, mais il y a un moment quand même. Donc c'est vraiment un des top chercheurs sur ce qui est neuroergonomie et aviation. Mais maintenant il se diversifie de plus en plus avec notamment des axes sur les patients, des applications plus robotiques, tout ça. Donc c'est vraiment très varié, c'est vraiment un super management, vraiment très cool. Et moi, il m'a vraiment été extrêmement utile dans mon parcours parce que du coup, je l'ai rencontré au TMBI de 2022. D'accord. Et je me suis dit, en fait, c'est fou quand même, à super-héros, on fait ce que j'aime bien, en fait, donc trop cool. T'as pas besoin d'aller ailleurs pour faire ce que je veux faire. Donc je suis rentré en contact avec lui, vraiment très très sympa, très gentil, très intéressé par tous les projets, très motivé et très motivant. J'ai pu avoir le contact de Hassan aux États-Unis grâce à lui, donc c'est super parce qu'en plus du coup il a une renommée qui est certaine. Donc voilà, il y a beaucoup d'amis, donc ce qui fait qu'en fait quand tu viens dans un stage validé par Frédéric Dehé, c'est un stage qui va bien se passer pour toi, quoi. Parce que je vais dire que tu as beaucoup de confiance, ça donne beaucoup de crédit à ce que tu fais, ouais. quoi. Donc c'est vraiment il fait confiance.
quand tu montres que tu es suffisamment investi et que tu es bon, il te fait confiance très vite et c'est super. Et après, même voilà, pour tout ce qui est la troisième année, la thèse, on a monté ça ensemble à partir de zéro, donc c'est vraiment quelque chose de très très cool. Et voilà, tout ce management-là, c'est vraiment génial. Après, dans le laboratoire, il y a vraiment, voilà, je pourrais pas citer tout le monde, mais tu mettras la petite page du labo, ce sera cool. Ouais. Il y a beaucoup d'expés qui ont lieu, il y a beaucoup d'axes différents, donc il y a tout l'axe neuroergonomie, assez classique. On a une personne là qui fait une thèse sur les alarmes pour les laps, comment dire, les petits sauts d'attention des pilotes, des types d'alarmes qui marchent mieux. Donc c'est super intéressant. Donc plus la neuroergonomie classique, tu vois, c'est-à-dire voilà, le cerveau dans la vie de tous les jours. Donc il y a quelqu'un qui bosse là-dessus. Il y a tout ce qui est sur voilà, utiliser des systèmes un peu de prise de décision différents pour des collaborations de machines. Il y a des choses sur comment dire, la rééducation, comment dire, l'effort cognitif lié à l'écoute, des personnes qui travaillent sur l'orientation des pilotes pour piloter des drones, est-ce que ça a des impacts sur la performance, tout ça. C'est vraiment extrêmement varié, extrêmement cool. Et c'est hyper intéressant. Donc vraiment, je pense que c'est un labo qui peut en intéresser plus d'un. Ouais. Il y a un axe, avec Sébastien Scanella, il y a un axe très patient, neurosciences, voilà, comme tu as dit, plus neuroscientifique, sur voilà, les processus neuro mis en jeu, etc. Plus lié aux patients, c'est trop cool. Il y a un axe avec donc Vsevolod Pesakovic, qui est plus sur le côté opérationnel, tu vois, mettre de la tracker dans les hélicoptères, tout ça, super cool. Et avec Raphaël Roy, tout ce qui est pareil, expérimentation, BCI aussi, c'est vraiment une équipe très complète et qui peut selon moi intéresser plus d'un. Donc franchement, voilà, un grand merci en tout cas à Frédéric Doy pour tout ce qui a pu m'aider, pour toute l'aide qu'il a pu me fournir, en tout cas dans tout mon cursus. Ça n'aurait pas pu se faire franchement sans cette personne. Et tout le laboratoire aussi, vraiment, c'est une équipe qui est top. Et moi, je suis très content de faire 3 ans de thèse dans ce laboratoire avec une team qui est super cool, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le petit mot cool pour finir sur ce petit stage-là, en tout cas. Ouais. Et puis commencer du coup la thèse après, ça va être super. Et c'est vrai que c'est aussi encore important, hein, j'essaye toujours de faire le lien, mais bien sûr. On parle beaucoup en tout cas je le vois dans les mondes de la recherche, on parle beaucoup de sujets bien spécifiques de ça, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le côté humain qui est super important. C'est clair, ça joue beaucoup, pour que des projets marchent bien, et qu'il faut, quand on est étudiant aussi, choisir l'endroit où on sent le mieux. Bien sûr, c'est clair, c'est sûr. Et je pense que ça évite beaucoup de problématiques, et c'est trop bien que tu aies pu trouver justement une place dans ce laboratoire et qui avec justement, tu nous parlais de Frédéric Day, c'est ça, Day, qui du coup a l'air de bien t'accompagner aussi là-dessus. C'est clair, mais c'est super, ouais. Et puis voilà, c'est un management vraiment, vraiment, vraiment top, quoi, que j'ai pas trouvé ailleurs. Et même moi, j'ai eu la chance quand même, tu vois, avec David Gast, c'était super aussi, c'est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup confiance. Hassan Ayaz, voilà, c'est quelqu'un aussi, voilà, c'est des gens, c'est vraiment très humain. Et ça a beaucoup joué aussi, tu vois, quand j'ai fait une thèse, c'est peu commun en soi de faire une thèse après une école d'ingé. Mais je veux dire, faire une thèse cifre, ça va quand même, parce que les gens, on a quand même un goût pour l'industrie, en tout cas en temps ingé. Les thèses cifres sont assez bien vues, mais faire une thèse assez académique, c'est pas ce qui a la meilleure ambiance dans les promos en soi. Il y a beaucoup de gens qui ont pu me dire pourquoi t'as pas fait ça, t'es sûr faire une thèse, ah ouais, motivé, etc. C'est sûr, mais pour moi c'est un truc positif, tu vois, c'est un projet qui est très cool. Et tu vois, beaucoup de personnes m'ont dit mais pourquoi tu fais pas ta thèse, tu vois, aux États-Unis ou dans un labo plus cool, entre guillemets, tu vois, alors que ce labo-là est très cool. Mais dans un labo qui est plus sexy, c'est juste qu'en fait, soit ce labo-là déjà est moins connu, on a moins bonne image de la recherche en France. Mais en plus, même moi, en fait, je sais que dans ce labo-là, je vais être bien, tu vois, pour travailler. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, tu vois, être dans un labo top 5 et se sentir super mal et faire un boulot qui est même pas 20% de ce que tu pourrais faire, ou dans un labo peut-être un peu moins bien classé, tu vois, dans les tops des charts, mais faire un projet du coup qui t'intéresse vraiment bien, que tu peux faire un peu à la carte, que tu as un management plus humain, une bonne ambiance et où tu sais que tu es bien, que tu vas avec le sourire, tu es tous les jours au boulot, ça vraiment c'est quelque chose qui, en tout cas, qui pour moi compte beaucoup aussi, ouais. Et ça a vraiment, surtout avec vraiment, tu vois, le côté des premières années où j'étais pas forcément bien mentalement, savoir que là je bosse dans un truc top depuis un moment, c'est super cool, quoi. Et ça va jouer pour la thèse, ça c'est sûr. Ouais. C'est toujours hyper important. Ça, c'est trop bien. Je suis très content que tu aies abordé ce sujet-là aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, je crois. On en a parlé dans d'autres épisodes, justement, de tout ce qui était humain. Hein. Clairement, on en parle tout le temps, parce qu'en fait, le but du podcast aussi, c'est de rendre humain la science, quoi. Oui, c'est clair. Et en fait, c'est pas à négliger. Et je pense que tu as totalement bien... Enfin, t'as bien résumé ça, je trouve, et cette importance-là. C'est clair, t'as raison. Donc on va partir comme d'habitude le podcast. Après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes ambitions, de un petit peu ce qui fait, parce que là on est en fin de cursus, tu commences une thèse, bon tu as déjà 3 ans qui vont arriver, donc au final tu peux te projeter déjà sur 3 ans, c'est bien super sûr, cool. c'est ça qui est cool. Mais
tu vois, vraiment d'un point de vue personnel, et tu disais que tu avais envie d'aider les autres. Ouais, Euh, et ce sens-là que tu trouves dans ta thèse, j'imagine que ça fait aussi partie du fait que tu as envie de t'engager dans un processus comme ça. bien sûr. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de voilà, tes ambitions? Qu'est-ce que tu te projettes pour l'avenir en Ouais, termes de métier, en termes de sujet, et du pourquoi tu voudrais aller vers là-bas, quoi. ouais, ouais. Bah déjà, c'est vrai, comme tu dis, voilà, j'ai 3 ans devant moi déjà qui sont un peu plus ou moins sûrs, tu vois, plus ou moins Hmm. certains, même si on sait qu'une thèse, c'est jamais tout droit, un chemin tranquille. Moi, déjà, ce qui me motive, là, ce qui est mon moteur actuellement, c'est ce côté de faire du technique, tu vois, du techno, tu vois, du back-end, front-end, très, très niche, Python, enfin, tu vois, c'est un truc en soi qui peut rebuter certains, tu Ouais. vois, même si en soi ça va. Faire des trucs techniques d'ingénieur, mais l'appliquer à des cas qui me motivent, c'est-à-dire, tu vois, des patients, ou voilà, moi c'est surtout les patients qui m'intéressent, mais au fur et à mesure je suis intéressé de plus en plus par, tu vois, tout ce qui est aussi les pilotes ou Mhm. les performances, tout ça c'est aussi des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais surtout pour moi, ce qui prend sens, c'est pour les patients et pour la rééducation, réhabilitation, tu vois, ces choses-là. Ça c'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup déjà actuellement. Donc avec ça en tête, moi je me dis que déjà les 3 années de thèse, je vais vraiment chercher à voilà, partager tout ça, à vraiment garder ce côté-là au fond de moi, tu vois, le côté applicatif pour les patients, appliqué à l'humain, quoi. Euh, mais ensuite, après la thèse, j'ai plusieurs possibilités. Tout dépend un peu déjà de comment la thèse va finir, selon en fait, tu vois, qu'on ait réussi à mettre en place, à finaliser un bon prototype entre guillemets, tu vois, de BCI qui marcherait avec les résultats que j'ai, de choses comme ça. Si c'est quelque chose qui nécessite de l'approfondissement, pourquoi pas partir sur un postdoc pour en soi, tu vois, approfondir vraiment. Même si en soi, en général, les postdocs c'est aussi bien de les faire dans d'autres domaines Mhm. pour voir un peu autre chose aussi après la thèse. Tout dépendra. Mais si je sais que tu vois en 2 ans avec un postdoc, je peux wrapper un peu tout ça, tu vois, je peux tout finir et après partir sur d'autres applications, ce serait top. Parce qu'après, moi aussi, un sujet qui m'intéresserait, c'est peut-être de faire de la start-up aussi, tu vois, Ouais. de peut-être, tu vois, commercialiser tout ça, des choses comme ça peut être intéressant. Mais ce sera beaucoup à la carte, selon moi, tu vois, selon moi, la start-up, je m'y connais beaucoup moins, tu vois. C'est un truc où j'ai du temps pour me mettre, comment dire, pour me renseigner dessus. J'ai du temps pour comprendre un peu comment ça se passe, et j'ai du temps un peu pour voir ce qu'il en est. Mais voilà, moi je me dis si le projet est suffisamment bien, pourquoi pas chercher à avoir une application à l'échelle d'une startup, ça pourrait être top. Après, sinon, il y a aussi la recherche académique, que ce soit voilà, en France, ça serait intéressant, mais aussi moi j'aimerais bien venir à l'étranger, Mhm. peut-être plutôt en Europe. Voilà, pourquoi pas faire de la recherche académique en Europe, en Mhm. Suisse ou en Allemagne, parce que forcément il y a plus de moyens là-bas, donc c'est forcément intéressant, tu vois, mais je suis quand même pas 100% convaincu par le fait de quitter la France aussi, parce que je trouve quand même la recherche qu'on fait est super. Mais après, il y a aussi pourquoi pas bosser dans des startups, mais d'autres personnes, des startups d'autres personnes, là, tu vois, avec Neuroergonomics, là, la conférence internationale qui a eu lieu il y a pas longtemps, j'ai pu y aller, faire beaucoup de liens. Et il y a clairement de l'emploi, quoi, il y a clairement des possibilités, et ça, c'est top, quoi. Donc voilà, Trop bien. Trop bien que tu c'est abordes ça. c'est très vague, c'est très C'est vague, trop mais trop bien que tu abordes ça, parce que en fait je pense que cet enjeu-là, on n'en parle pas souvent, de la partie employabilité, et tu vois, il y a beaucoup d'enjeux après une thèse sur l'employabilité. Il y a beaucoup de débats sur ouais, mais en fait on est trop formé, ou bien trop sûr, précis, trop spécifique. Avec une école d'ingé ou un master, on a plus de chances oui, d'avoir un métier et tout ça. Euh, et ce truc-là aussi de start-up, de spin-off, ça s'appelle, quand on passe d'une recherche qu'on a fait sur un sujet précis, qu'on a développé, à une industrialisation, une commercialisation, et du monde justement de la start-up, et qui ouais, est très axé sur ben voilà, pouvoir donner accès à ce BCI par exemple à un maximum de personnes. ouais, bien sûr, Voilà. C'est super intéressant parce que c'est quand même un sujet, je trouve, le BCI, où ça prête bien à ça, et où il y a des gros enjeux économiques et des enjeux sociétaux, en ouais, fait. c'est clair. Et je trouve que, enfin, que tu en parles comme ça veut dire que cette idée-là est venue du fait, quand tu allé à la conférence, justement, tu as pu voir des gens dans ce milieu-là. Euh, comment tu as appris que justement ça existait? Bah, je crois que ça a été fait au laboratoire là, mais D'accord. je sais qu'en général, c'est des choses qui se font. En fait, je sais que il y a des startups qui se font à l'étape de recherche. Mhm. C'est-à-dire que tu fais une startup avec une idée et tu cherches, en fait, tu passes Mhm. ta startup à chercher. Euh, mais je sais aussi qu'après, des projets de recherche peuvent aussi se commercialiser, tu vois. J'avais déjà un peu ça et je me dis, en fait, je sais que c'est quelque chose qui existe déjà. Et pas en tout cas pas ce type de BCI là, mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, si on a un projet suffisamment intéressant, moi c'est un truc qui pourrait beaucoup m'intéresser, tu vois. Je pense ce Ouais. côté industriel, enfin,
petite échelle, tu vois, mais ce côté, en tout cas, je veux dire, voilà, ce côté startup pourrait être vraiment intéressant, ouais. C'est Ouais, clair. ok. Ouais, et je voulais juste peut-être encore en parler, de continuer là-dessus. Peut-être qu'il y aura des invités aussi dans les Carrément, prochains épisodes. Je pense notamment à Monsieur Barbeau, Emmanuel Barbeau, docteur Emmanuel Barbeau, qui a lancé sa spin-off du coup sur l'épilepsie, qui travaille justement sur une IA qui permet de reconnaître où est-ce qu'est le foyer épileptogène grâce à un EEG. Donc tu vois, c'est clairement Ouais, un bien système IA, c'est le sujet qui est intéressant. Il travaille avec l'ENAC, avec Christopher, il me semble. Ouais. Bref, donc je pense qu'il y aura d'autres épisodes dans tous les cas pour vous expliquer un petit peu plus cette partie-là, Bien sûr, ouais. spin-off, start-up, ce monde-là qui touche aux neurosciences, hein, parce que ça vient du milieu de la recherche de base qui se transforme au fur et à mesure à un produit final. Donc il y aura des épisodes, mais on voit aussi dans les universités, je parle pour Toulouse, hein, l'université de Toulouse, je ne peux pas parler surtout pour les universités, même à Montpellier où je suis beaucoup cette année, où il y a une tendance où on voit les universités qui s'intéressent de plus en plus à l'interdisciplinarité et aussi à la valorisation de la recherche. Bien sûr, ça c'est clair. Et c'est super important aussi de ne sûr. pas oublier quand on fait des projets de recherche, de voir aussi l'application, que ce soit rien que pour de la vulgarisation pour le grand public, que ce soit dans les médias pour vraiment aussi amener comment dire, de la connaissance et de l'expertise qui est importante, mais aussi que ça soit dans le monde du privé. Bien sûr. Et donc voilà, je vous invite à vraiment aller voir aussi sur les universités. Ils promouvoient justement l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour aider les personnes à créer leur spin-off ou à créer leur start-up quand ils ont un sujet de recherche pour un stage pour une thèse, ou même je pense que ça peut se faire après un sujet de recherche qu'on a pu avoir bien sûr. en ingé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi ces sujets-là, c'est super enrichissant et ça montre qu'il y a aussi on a une peur, enfin en tout cas moi je parle vraiment pour la partie bio et la partie neurosciences. Oui, bien sûr. Il y a le débouché, c'est un peu l'angoisse de tous les étudiants. Bien sûr. Oui, et si on n'a pas une thèse, qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez pas à vous intéresser sur ces sujets-là qui touchent aux neurosciences, mais où il y a de l'employabilité et il y a aussi des besoins en fait, clairement. C'est ça, ouais. De personnes qui ont fait des neurosciences, quoi. C'est clair. Voilà. Si on se voit dans 3 ans, comment tu te projettes? On pourra en reparler de ça, mais c'est intéressant, je pense, de l'enregistrer. Comment tu te projettes? Comment tu aimerais bien que ça se passe et qu'est-ce que tu aurais aimé valider en fait un petit peu et te dire ok, je suis trop content, j'avais dit que je faisais 33 ans. Après, tu vois, vu que là je me lançais dans la thèse, tu vois, un petit peu en point d'interrogation, tu vois. Ouais. Je vais essayer d'y aller un peu. Je vais y aller, quoi. Je me lance dans la thèse. J'ai pas forcément d'attente parce que c'est un sujet qui, je sais, est très prometteur, mais en même temps, c'est un sujet qui n'est pas démontré non plus. Donc, comme toujours, tout est à faire. Mais si tu vois, dans 3 ans, là, que je passe ma thèse, l'oral de ma thèse en soi, en théorie, là, si dans 3 ans, je passerai l'oral de ma thèse dans quelques mois, tu vois, j'aimerais bien quand même être au moins être content, tu vois, de ce que j'ai fait. Ouais. Tu vois, être content, et le top du top, ce serait qu'en fait, on ait vu ce qu'on voulait voir, c'est que nos hypothèses soient vraies, et c'est que du coup, ce qu'on avait en tête, on peut le faire, tu vois, pour la suite. Ce serait trop cool. Mais j'imagine bien, j'en suis sûr, que ça va pas se faire comme je le veux, et justement, je pense que j'ai une attitude assez... je vais laisser couler, quoi. Tu vois, je vais essayer de chercher à... Attends, je suis désolé. T'inquiète. J'en refais. Vas-y. Mais du coup, non, je pense que là, j'ai une attitude assez j'ai envie de laisser couler, j'ai envie de suivre le cours de cette thèse-là et voir où elle ira et de pas vouloir forcer autre chose. Donc au final, voilà. Si juste au final je suis content de ce que j'ai fait et j'ai l'impression d'avoir exploité à 100% ce que je pouvais faire, ce sera top, quoi, tu vois. Super. Ok, très bien. Bon, là, moi j'ai posé toutes mes questions. Ouais. Je te laisse, si jamais tu veux, remercier des personnes. Par exemple, tu nous as parlé de Monsieur D, Dr D. Si tu veux faire passer des messages et tout ça à l'audience de nos reviews, n'hésite pas, c'est maintenant. Et même pour tes réseaux, on se suit sur LinkedIn, si jamais oui, bien sûr. Comment on peut te contacter, si jamais. Donc je te laisse champ libre sur ce que tu veux. Ouais, c'est cool. Non, mais déjà pour les remerciements, oui, c'est sûr. Voilà, un des gros remerciements serait pour le côté recherche à Frédéric Dehaye là. Puis après aussi, voilà, classique, tous les copains, la famille, ma copine aussi. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup de soutien qui sont très très importants, ça c'est sûr.
Et après, au niveau des contacts, ouais, moi je suis joignable sur LinkedIn, voilà, Jules Gomel. Sur LinkedIn, bien sûr, on suit déjà pas mal, on essaie d'être actif. J'ai aussi un site web où voilà, il y a plus mes recherches, mon CV, tout ça, donc c'est aussi disponible sur mon LinkedIn. Pas Ouais. si facilement trouvable parce que le nom est assez. C'est un truc de GitHub, donc c'est pas facile à trouver. Mais voilà, surtout sur LinkedIn et après, voilà, par les adresses mail que tu mettras, je pense, Ouais. tu pourras mon adresse mail dans la description s'il y a voilà, un quelconque besoin comment dire, de renseignements ou d'intérêt, ou si voilà, quelqu'un qui a écouté ça est intéressé, n'hésitez pas à venir par mail ou par LinkedIn, ce sera toujours avec un grand plaisir, quoi. Voilà. Puis merci beaucoup à toi, Benjamin, pour l'invitation surtout. Avec plaisir. C'est super quand même que tu aies des initiatives comme ça, donc Avec plaisir. c'est top. On se revoit très bientôt et C'est sûr, ouais. merci beaucoup pour votre attention. On sait que c'est précieux aujourd'hui, l'attention. C'est sûr, ouais. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il y a un projet qu'on a commencé cette année qui s'appelle le Neuroday où donc en fait on a créé une association avec Charlotte Pérez qui est donc une étudiante en psychologie. On est en train de créer l'association actuellement. On a fait une première édition en juin, où Jules Gomel a pu intervenir sur les BCI. Donc c'est une journée où on parle des neurosciences de manière très vulgarisée, avec aussi des stands associatifs et des animations autour du cerveau. Donc c'est une fois par an. L'année prochaine, on va le faire sur Montpellier et Toulouse. Et le but, c'est au fur et à mesure des années de pouvoir le faire dans différentes villes une fois par an, pour justement donner accès à un maximum de personnes aux neurosciences. Donc je vous invite à aller suivre l'activité sur Instagram, sur LinkedIn, et on va commencer à faire un site internet, tout ça, pour que justement ça soit de façon très, très claire. Donc voilà, ça c'est le projet en cours. Et je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Jules Gomel. Il fait aussi des posts sur LinkedIn assez récurrents sur de la vulgarisation ou aussi des articles qui t'a frappé, qui t'ont frappé. Et c'est très intéressant. Moi, j'adore suivre ton contenu. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur LinkedIn aussi. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci à Au toi. revoir.